Chers étudiants, les formations visuelles, donc aujourd'hui, comme on vous l'a annoncé, l'idée c'était de, comme on le fait aussi chaque année avec, dans le cadre du festival Entrevue, Entrevue, oui, que vous n'avez pas vraiment connu cette année, hélas, surtout pour ceux qui ne sont pas de Belfort. On fait une collaboration et depuis 2 ans déjà, on propose à l'occasion de cette semaine, de ces 10 jours, de proposer à des réalisateurs ou une réalisatrice, un réalisateur seul ou un collectif, ou des fois un professionnel en tout cas du cinéma, qui est là pour l'occasion, pour la présentation souvent d'un film, bien sûr dans le cadre d'entrevues, de venir pendant la journée, quand il a le temps, de venir passer un moment avec les étudiants à l'école, dans cette salle, pour pouvoir parler, peut-être pas forcément de faire la promo forcément d'un film ou de présenter un film, mais en tout cas parler un petit peu plus de son travail. Qu'est-ce que c'est que travailler dans le milieu du cinéma? Euh, Qu'est-ce que c'est que faire le montage d'un film? Je ne sais pas, d'écrire. Ça peut être des éléments très très techniques aussi, mais c'est des choses qui nous paraissent vraiment intéressantes dans le cadre d'une école d'art, à partir du moment où on va parler plus particulièrement d'art vidéo, de cinéma expérimental aussi, des choses que vous avez pu découvrir ou vous allez découvrir aussi avec Barbara. Et c'est quand même intéressant justement d'avoir un point de vue et de voir un petit peu les différences qu'il y a dans les objectifs, en tout cas que chacun se pose dans la création, dans le milieu du cinéma et celui de l'art contemporain qui nous intéresse aussi dans le cadre de l'école. C'est vrai que des fois, il y a des rapprochements, il y a des choses qui se croisent, mais ce n'est pas tout le temps le cas. Et je trouve que c'est intéressant de croiser un petit peu ces regards. Voilà, donc d'où l'aspect pédagogique de cette intervention. Et donc, nous accueillons cet après-midi, qui sont en ligne via Zoom, donc Chloé Galibert-Lenné et Gabriel Steimer, qui étaient invités, qui sont invités, hein, on va dire ça, dans le cadre d'entrevues cette année. La version en présentiel a été annulée. Un certain nombre de films sont visibles et un certain nombre d'événements, dont cette conférence, a été maintenu en partenariat avec l'école. Donc cet après-midi, l'idée est là, c'est qu'elle nous présente, c'est ce que je leur demande en même temps, tout de suite, de peut-être nous faire une présentation déjà de nous parler de ce qu'elle considère avec le terme de net found footage. Moi, ça m'intéresse de savoir qu'est-ce qu'elles entendent vraiment par là. Et je pense que ça serait intéressant de se rappeler tous ensemble. Et ensuite, peut-être de nous donner commencer à nous donner quelques indices ou infos sur la façon dont elles travaillent, peut-être aussi d'où elles viennent, comment elles en sont arrivées justement à créer ou réaliser des films de cette façon-là, et qu'est-ce que ça implique pour elles. Et très vite, j'espère, on pourra relancer et orienter la discussion, parce que le dialogue, en tout cas, en posant un certain nombre de questions, c'est-à-dire soit nous avec Barbara, soit avec vous, et je l'espère, dans cette salle. Voilà. Donc pour l'instant, je vais laisser la parole pour débuter. Voilà, l'une ou l'autre peut commencer à parler de ce que je viens d'annoncer. Voilà, c'est à vous. Je vous laisse intervenir et on interviendra quand vous le souhaitez. Vous nous passez la parole quand vous le voulez. Ok, bonjour à tous. Moi, je suis donc Gabrielle Stemer. J'ai réalisé le Clean With Me After Dark. Et puis, je crois que vous avez pu voir aussi Women on TikTok, qui sont 2 films faits avec 100% des images d'Internet. Et on va pouvoir chacune vous parler de notre parcours. Alors, il se trouve que le hasard fait que on n'est pas très représentatif de la diversité des parcours, parce que Chloé et moi, on était alors, en classe préparatoire ensemble il y a 10 ans maintenant. Ensuite, on est toutes les deux rentrées à l'école normale. Et après, moi, j'ai fait la Fémis et c'est là que nos chemins se séparent avec Chloé. Je pense qu'elle a commencé tout de suite à faire des films. Enfin, elle pourra vous en parler, bien sûr, mieux que moi. Donc, moi, j'ai fait la Fémis en montage. Et il se trouve que le film Clean With Me After Dark, c'est mon film de fin d'études. Donc voilà, on pourra parler de ce film ou parler plus largement de la question du montage quand on monte pour quelqu'un ou quand on monte pour soi, selon ce qui vous intéresse. Bien sûr, monter un film fait 100% avec des archives et des images d'Internet, c'est aussi particulier. Et on pourra parler de comment on trouve la structure du film. Enfin, je ne sais pas ce qui pourra vous intéresser. Et puis, bien sûr, on pourra parler du net found footage qui
dans mon cas, correspond très bien à ce que je fais, puisque c'est vraiment ce que j'ai trouvé sur internet en me promenant, comme n'importe quel utilisateur. Hem et bah, voilà, on pourra parler de tout ça, mais je vais laisser Chloé, se présenter, à son tour. Merci Gabrielle. Et puis merci évidemment à l'école pour l'invitation et l'organisation de cet événement. C'est chouette de voir que vous pouvez vous réunir plus ou moins en présentiel, comme on dit, même si nous, on est chacune chez nous. Oui, donc peut-être juste pour présenter un tout petit peu le contexte dans lequel moi j'ai travaillé ces dernières années. Donc comme le disait Gabrielle, effectivement, on vient toutes les deux d'une classe préparatoire littéraire. Et après, moi, j'ai continué plutôt à faire de la recherche sur le cinéma et en sociologie, en sciences sociales. Et, et dans le cadre de mes études, qui étaient du coup des études, une formation plutôt théorique, j'ai découvert la forme du vidéo-essai, qui m'a beaucoup intéressée parce que c'était une forme qui était mobilisée à la fois par des artistes et par des universitaires, des chercheurs et des chercheuses, et des personnes qui travaillent, des youtubeurs, des youtubeuses, des personnes qui travaillent plus directement sur Internet. Et qui produisaient comme ça des formats plutôt courts. Enfin, j'imagine que certains d'entre vous sont familiers avec le format du vidéo-essai, qui sont des formats vidéo plutôt courts, qui ont pour objectif de produire de la connaissance ou d'étudier des films préexistants. Et du coup, moi, c'est une forme qui m'a beaucoup plu parce que ça me permettait de faire mon travail théorique, le travail que je devais faire de chercheuse, tout en même temps pratiquant le montage vidéo, auquel je m'étais formée un peu sur le tas toute seule et qui me plaisait beaucoup. Du coup, j'ai commencé à faire des vidéos-essais il y a 5 ou 6 ans et à les mettre, à les publier en ligne sur différents sites. Et après, j'ai continué ce travail dans le cadre d'une thèse de recherche-création que je suis en train de terminer à Paris, à l'École normale supérieure, j'y suis restée. Et donc, dans le cadre de cette thèse, c'est pareil, je ne sais pas à quel point vous êtes ou pas familier du format de la recherche-création ou des formes que ça peut prendre. Mais dans le cadre de mon travail à moi, donc j'écris une thèse en études cinématographiques qui a un format assez traditionnel. C'est une thèse avec 400 pages qui parle de films qui ne sont pas les miens. Et à part ça, il y a aussi dans ma thèse deux films qui font partie intégrante de la recherche. Et le film que vous avez peut-être pu voir, qui est celui qui est présenté à Belfort là, ce mois-ci, c'est l'un de ces deux films qui font partie de ma thèse, qui s'appelle Watching the Pain of Others, et qui est un espèce de vidéo-essai, au sens où c'est un film qui prend pour point de départ un autre film, qui est The Pain of Others, qui a été réalisé par une cinéaste expérimentale états-unienne qui s'appelle Penny Lane, et qu'elle-même a réalisé à partir d'images trouvées sur Internet. Donc c'est un film de net found footage auquel j'ai fait réponse en faisant moi-même mon propre film de net found footage, si on veut. Et l'ensemble de ma thèse réfléchit un peu à ces questions d'appropriation d'images sur Internet et de représentation à l'écran des communautés en ligne. Donc c'est pareil, c'est des questions qu'on va pouvoir aborder si c'est la direction dans laquelle vous voulez emmener la discussion, réfléchir un petit peu à ce qui se joue dans ces nouvelles pratiques cinématographiques d'appropriation d'images et de contenus sur Internet. Gabrielle, je ne sais pas si tu veux reprendre la parole, peut-être pour maintenant qu'on a un peu raconté nos contextes de travail et nos formations différentes. Peut-être commencer par juste si jamais vous avez déjà des questions. Je sais pas, on ne sait pas trop si vous avez vu nos films ou pas encore. Et si jamais il n'y a pas de questions, on pourra. Enfin, il se trouve que Chloé et moi, on a vu rétrospectivement nos films, donc on peut se parler devant vous. Voilà, n'hésitez pas si vous avez déjà des questions, soit sur nos films, soit sur ce que c'est que les net found footage, ce que c'est que les films de desktop, ou bien plus largement sur les métiers du cinéma. Bonjour. Moi, je voulais savoir en quoi le terme de net found footage est plus adapté à vos films que le terme de détournement. Parce que moi, j'avais jamais entendu ce terme, et donc j'ai découvert avec vos films. Mais par contre, j'avais déjà entendu parler de détournement, mais plutôt dans le cadre humoristique du coup. Donc, je voulais savoir justement, est-ce que la différence se faisait reportage humour ou si c'était autre chose?
C'est intéressant comme question. Alors, moi, je revendique pas mon film de net fan footage. C'est un ensemble bien plus grand de films, mais dans lequel je trouve que mes films rentrent très bien. Alors, moi, j'emploierais pas le mot de détournement pour mon travail parce que c'est vraiment un documentaire. Mon film, qui utilise les vidéos YouTube comme source documentaire au même titre que dans d'autres films, ça pourrait être des interviews ou bien des choses que je serais allée tourner moi-même auprès des gens. Là, j'ai juste récupéré la matière que j'ai trouvée sur Internet, donc de net found footage, et j'ai décidé de me servir de ce matériau-là comme base pour créer un documentaire, pour réfléchir à ce que ces vidéos, donc, qui sont des vidéos de ménage qu'on trouve sur YouTube, peuvent dire pour faire simple, de la condition féminine aujourd'hui dans une certaine partie du monde. Voilà. Après, mon autre petit film qui s'appelle Women on TikTok pourrait plus rentrer dans le détournement, mais en même temps, je pense que c'est pas vraiment ça non plus parce que j'utilise leurs vidéos dans le même... j'utilise la même logique que la leur et dans ce film-là, c'est plutôt une compilation de vidéos que j'ai trouvées et qui sont bien sûr montées pour montrer qu'il y a une progression. Mais ce film-là, c'est plus un clin d'œil par rapport à Clean With Me After Dark, qui est vraiment un documentaire. Et Chloé, je ne sais pas ce que tu peux en dire. En fait, ce qui est intéressant, je trouve, dans la question un peu de la terminologie, c'est-à-dire de quel mot est-ce qu'on emploie pour parler des pratiques, de ces pratiques-là de cinéma, c'est qu'à chaque fois, selon le mot qu'on emploie, ça rattache ces films à différentes histoires, en fait, à différentes traditions. C'est-à-dire que quand on dit net found footage, on fait référence à la pratique du found footage, qui est une pratique de cinéma expérimental où des cinéastes veulent récupérer des bouts de pellicule, puis ensuite des bouts de films trouvés sur VHS, enregistrés depuis la télévision et donc maintenant depuis Internet. Et qui est historiquement une pratique de cinéma assez abstraite, assez loin de la pratique du documentaire que Gabriel vient de décrire. Je résume l'histoire de manière extrêmement caricaturale, hein. Mais c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans la question de quel mot est-ce qu'on emploie pour parler de ces films, parce que si on parle de détournement, on convoque une histoire qui est complètement différente, qui est effectivement celle plutôt du détournement parodique. Je sais pas, c'est Guy Debord et les situationnistes, je sais pas si c'est des références qui vous sont familières, mais où c'est, le grand détournement, la classe américaine, ces travaux-là, même pour prendre des objets plus récents, qui tendent à être, comme vous le dites, soit à la fois plutôt du côté d'un rapport de détournement parodique ou humoristique du matériau originel, soit, et ça va souvent ensemble dans les exemples que je viens de citer, ou dans un film pareil situationniste qui s'appelait La dialectique peut-elle casser des briques, qui a pour le coup un détournement d'un film préexistant où juste ils ont complètement redoublé la bande-son, à vocation à la fois humoristique et politique, disons. Il s'agit de porter un discours critique à la fois sur le film préexistant qui est emprunté et plus généralement sur la société, ou en l'occurrence sur le capitalisme, parce qu'il s'agit de La dialectique peut-elle casser des briques. Mais c'est ça que je trouve qui est aussi intéressant dans la question à la fois comment est-ce que nous, qui sommes les productrices de ces films, on appelle nos films, et puis aussi comment est-ce que les festivals, les programmateurs, les programmatrices, les chercheuses, les personnes qui produisent du discours sur les films, quels mots sont employés, parce que c'est aussi des choix de curation, en fait. Et en l'occurrence, je pense que de la part du Festival de Belfort, enfin la personne qui a designé le panorama Net Found Footage de la part de Belfort, en fait, c'est une proposition presque théorique de dire, bon, voilà, on va rattacher ces pratiques-là contemporaines à l'histoire du found footage, alors qu'on aurait pu, si on avait appelé ça desktop documentaire, pour employer un autre terme que Gabriel et moi, je crois, convoquons pour parler de nos films. Bon, bah, effectivement, ça, on ramène le mot documentaire, donc on fait appel à une histoire du cinéma qui est complètement différente, en fait. Mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de voir à quel point les objets qu'on fabrique sont un peu à l'intersection à la fois du cinéma d'appropriation et d'une certaine forme de documentaire plus ou moins observationnel et de la forme de l'essai filmique. Et par exemple, moi, la proposition que je fais dans ma thèse pour la partie plus théorique de mon travail, où je travaille pareil sur des films qui sont faits à partir d'Internet, je parle pas trop de found footage, je parle plutôt de netnographie, qui est encore un autre terme qu'on peut employer pour parler de ces films-là. Parce que ce qui m'intéresse, c'est de faire le lien entre les films qu'on fait, nous, aujourd'hui, et l'histoire du cinéma ethnographique, qui est encore une autre histoire qu'on peut convoquer pour essayer de comprendre les enjeux des pratiques contemporaines, quoi.
Si je comprends bien, vous vous situez vraiment dans le documentaire, puisque vous faisiez allusion donc à Guy Debord, à la pratique du détournement. Mais en même temps, il y a une dimension quand même très critique dans vos films, à l'une comme à l'autre, et même politique. Peut-être ce qui serait intéressant, c'est que vous développiez un peu pour les étudiants des choses autour du montage. Parce que le montage qu'on peut observer dans vos films, il ne fonctionne pas de la même manière que ce qu'on peut voir dans les détournements des situationnistes, par exemple. Alors, entre le documentaire, si vous voulez, comment vous vous situez entre le documentaire, le film d'artiste aussi, puisque dans la programmation au Festival Entrevue, il y avait un film de Clément Cogitor, qui est plutôt un plasticien au départ. Donc, comment vous vous situez entre voilà, le film essai, le film politique, le documentaire, et peut-être c'est la façon aussi dont vous montez, voilà, dont vous servez des images qui peut permettre de préciser un peu ces différences. Voilà, je ne sais pas si je suis à peu près claire. Je vous laisse la parole. Je suspecte qu'encore une fois, avec Gabriel, on ne va pas tout à fait avoir la même réponse parce que ça engage. Enfin, en fait, la question de à quel point est-ce que nos films sont du cinéma, de la vidéo d'art, etc., c'est une question qui est assez liée, en tout cas dans mon expérience, au contexte dans lesquels certaines personnes décident de montrer les films. C'est-à-dire que moi, j'ai des vidéos que j'ai faites, je pensais pour moi que c'était un travail de recherche. C'est le cas de Watching the Pain of Others. Pour moi, c'était vraiment un travail de thèse. Enfin, ça fait partie de mon travail de thèse. Et ma principale préoccupation, c'était de le montrer et de le discuter en contexte universitaire. Mais parce qu'il a été présenté en contexte de galerie et parce qu'il a été présenté en festival de cinéma, c'est pour ainsi dire devenu, où je me suis rendu compte que c'était aussi sans doute du cinéma et peut-être même de l'art contemporain. Enfin, disons que la question de qu'est-ce que c'est ontologiquement, je pense qu'elle est à penser aussi en relation avec les contextes de diffusion, quoi. Mais après, comme Gabriel, toi, tu as vraiment fait ton film dans le contexte de la FEMIS, qui est une école de cinéma. Je ne sais pas comment est-ce que toi, si tu as pensé d'emblée le film comme une œuvre de cinéma ou si la question du film d'artiste est aussi pertinente dans ton expérience. Oui, c'est vrai que moi, c'est peut-être même... l'enjeu, c'était plus comme j'étais dans une école de cinéma, qui est vraiment cinéma voilà, institutionnalisé, c'était plutôt faire rentrer ce projet que j'avais, qui était documentaire et fait à partir d'images d'Internet, dans la légitimité d'un film qui appartient au cinéma. Ce qui n'a pas posé particulièrement de problème vis-à-vis des gens à la FEMIS, mais moi, c'était plutôt ça. J'avais l'impression de faire rentrer quelque chose d'inhabituel dans des choses plus convenues ou plus juste habituelles dans ce qui se fait au cinéma ou à la FEMIS, qui représente quand même ça. Après, à la FEMIS, c'est assez souvent que les films de montage sont un peu expérimentaux parce que, en fait, quand on est en montage, quand on fait son film de fin d'études, on est obligé, c'est dans les consignes, de mettre des images d'archives. Donc, à savoir qu'est-ce qu'une image d'archive. Dans le cas de cet exercice, on dit qu'une image d'archive, c'est une image pas tournée par soi-même. Et donc moi, ça tombait très bien, je voulais parler des vidéos YouTube, je me suis dit, c'est pas moi qui les ai faites, c'est super. Après, en vrai, c'est moi qui ai enregistré mon écran, donc peut-être que j'ai un peu contourné la consigne. Mais en tout cas, concernant la dénomination du film, pour moi, dès le début, je n'avais pas à me poser la question. C'était un film d'école, un film d'étudiant qui avait vocation à être diffusé en festival si les festivals en voulaient, ce dont j'étais pas sûre, parce que c'est quand même une forme un peu particulière et je ne m'y connaissais pas du tout. Voilà, contrairement à Chloé aussi, moi, je ne connaissais pas du tout ce style de film. En fait, j'ai vu un film qui m'a permis de trouver la forme qu'allait avoir mon propre film. C'est le film de Kevin Billy qui s'appelle Transformers The Remake, qui est un film super qui est sur Vimeo. Vous pouvez tous le voir si vous ne connaissez pas. Il se trouve que par hasard, Chloé travaille avec Kevin Billy, donc elle pourra vous en parler mieux que moi. Et moi, en fait, après, je ne me suis pas tellement renseignée sur ce genre et j'ai juste suivi la route pour faire mon propre film qui, du coup, pour moi, est documentaire et bien sûr politique, dans le sens où ça aborde la question des tâches ménagères, de l'image de la femme et puis de la répartition
enfin, comment dire, comment on se comporte par rapport à un modèle très genré qui est hérité voilà, des modèles de société occidentale, patriarcale, tout ce qu'on veut. Voilà, je ne sais pas si on a... Enfin, Chloé, tu veux peut-être ajouter quelque chose sur ce côté, voilà, film politique, film documentaire. Oui, bah, je pense enfin, il existe beaucoup d'exemples de films, y compris plus anciens, faits avant Internet et tout, qui montrent on peut être dans une pratique à la fois documentaire, essayistique, politique, enfin que ces choses vont somme toute assez bien ensemble. Euh, ce qui est, enfin, je me demande dans quelle mesure il n'y a pas aussi un truc, parce que on parle depuis le début de net found footage, mais en fait, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir, y compris d'autres films qui sont programmés dans la programmation net found footage de Belfort, mais en fait, le film de Gabriel et le mien ont non seulement en commun d'être faits à partir d'images d'Internet, mais en plus de travailler à partir de captures d'écran, enfin d'enregistrement des interfaces, ce qui n'est pas du tout toujours le cas. Vous avez plein de films qui sont faits à partir d'images qui sont téléchargées depuis Internet, qui ensuite sont remontées comme si c'était des rushs que les réalisateurs et réalisatrices avaient tournés eux-mêmes ou elles-mêmes. Alors que c'est vrai que nous, l'une comme l'autre, on a été dans une démarche qui est encore plus spécifique que ça, qui est celle de non seulement on travaille à partir de matériaux qu'on a trouvés, mais en plus on donne à voir les interfaces, les sites, les commentaires, enfin la manière dont ces images circulent sur Internet. Et je me demande s'il n'y a pas quelque chose de... Enfin, je ne peux pas dire d'automatiquement politique dans cette forme, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'elle est souvent adoptée par des artistes ou des réalisateurs et réalisatrices qui veulent aussi donner à voir la dimension technologique, algorithmique de la manière dont les images fonctionnent sur Internet. Et je sais que moi, pour mon film, c'était très important pour moi de pas seulement montrer les images, comme le fait d'ailleurs Penny Lane dans le film dont je parle, enfin le film auquel je fais réponse, que j'analyse dans mon propre film, où elle voilà, montre aucune interface. On sait que ça vient de YouTube parce que les protagonistes en parlent, mais c'est pas du tout représenté à l'écran. Alors que dans mon cas, pour moi, ça faisait vraiment partie du projet critique et je pense aussi politique, que de montrer la manière dont les interfaces fonctionnent, parce qu'elles informent très très directement les contenus en fait. Et si on veut comprendre les contenus de YouTube ou d'autres plateformes de TikTok, enfin d'autres réseaux sociaux, c'est vraiment indispensable, je crois, de faire aussi un retour critique sur toutes les interfaces, les boutons, les publicités, les titres, les nombres de vues, enfin toutes ces espèces de métadonnées qui informent la manière dont les images nous parviennent et la manière dont on les comprend. Comment? Ah, je recommence, pourquoi j'étais pas branchée? Ah oui, d'accord. Donc effectivement, on observe une variété de formes dans les films que vous montrez. Est-ce qu'on peut parler un peu plus techniquement du coup des choix que vous avez faits, des choix formels, des choix plastiques que vous avez faits l'une et l'autre pour les étudiants, pour voir un peu la question du montage me semble intéressante et très importante, puisque en art comme en cinéma, voilà, la question du montage donne du sens, et précisément c'est là-dessus que j'aimerais que vous interveniez. Avec quoi vous avez joué? Voilà. Merci. Oui, bah c'est... Ah, il y a quelqu'un qui... Attends, juste pour compléter la question, juste parce que je pense que comme ça vous permettra de répondre peut-être d'une façon un peu plus globale. Bonjour. J'avais une question sur le montage, du coup. On assiste à vos recherches, en fait, sur un net found footage. Je ne connaissais pas sous cette forme-là. Et je me posais la question, justement, si, en gros, il y avait un aspect un peu instantané, c'est-à-dire vous enregistrez vos recherches au fur et à mesure, et il vous arrive d'enregistrer des semaines de recherche et de recut les passages intéressants. Aussi, justement, vous faites toutes vos recherches en amont. Et puis après, vous les mettez en forme, vous faites de la mise en scène, en fait, et dans, je sais pas, les derniers mois de montage pour faire votre film. Je me posais cette question-là. Bah, en ce qui me concerne, c'est vraiment la question que je me suis posée quand j'ai voulu commencer à faire mon film, vu que j'en avais jamais fait des comme ça. Et moi, je pensais naïvement
pouvoir tout prévoir à l'avance, donc c'est-à-dire y faire comme des repérages, aller chercher quelle vidéo j'allais montrer, etc., dans quel ordre, et après faire un plan séquence où j'ouvrirai mon ordinateur et j'irai tout ouvrir parfaitement au bon endroit, au bon moment, etc. Ça a été impossible à faire parce que déjà, il y a l'aléatoire de, oui, il y a une pub qui se met en plein milieu du film alors qu'elle est en train de parler, ou bien des vidéos changent d'endroit entre-temps, ne sont plus disponibles, bon, il peut arriver beaucoup de choses. Et du coup, moi, j'ai fait des sessions d'enregistrement après avoir écrit une trame sur papier. Et je me suis dit, bon, alors j'ai besoin d'aller voir telle vidéo, je sais que la youtubeuse dit telle phrase, je vais montrer telle autre vidéo, telle autre vidéo. Donc, je faisais une sorte d'enregistrement grossier de ce dont j'avais besoin. Et après, j'allais tricoter dedans. En fait, c'est beaucoup truqué, mon film, parce que voilà, j'arrivais pas à... J'aurais aimé garder la vraie recherche, mais c'était trop long, en fait, aussi, tout simplement. Il fallait que je fasse un court-métrage, j'avais quand même des consignes précises, moi. Et ce qui fait que je me suis retrouvée à vraiment faire des trucages, retourner sur mon ordinateur pour aller chercher un autre endroit dans la vidéo, faire semblant que ça se suivait, etc. J'ai dû changer les fonds d'écran parce que j'ai changé de fond d'écran en cours de route, parce que je trouvais que j'ai eu une meilleure idée, donc j'ai dû refaire des faux fonds d'écran, etc. Donc c'était plus compliqué à faire que ce que ça me paraît. Mais au début, moi, j'aurais voulu faire une sorte de plan séquence magistral, tout, voilà. Mais après, je me suis rendu compte aussi que ce qui était important, il me semblait, c'était qu'on ait l'impression que ma recherche soit en live, ou en tout cas qu'on ne se pose pas la question de savoir voilà, est-ce qu'elle a fait ça dans une durée précise, etc. Et je me suis même, au bout d'un moment, autorisée à complètement laisser tomber la vraisemblance. Et j'ai des images d'Instagram qui arrivent en plein écran, Google Earth, voilà, au début, il y avait plein de surimpressions. Enfin, vraiment, je me suis autorisée à m'éloigner. En fait, j'ai vu après coup que ça se faisait très facilement et tout le temps dans ce type de film. Ou tout le temps, non, peut-être pas, mais très souvent. Qu'on peut s'autoriser des petits... Enfin, voilà, s'éloigner d'un truc trop rigoriste. Et après, pour la question de comment j'ai construit le film, ça passe beaucoup par la question de la narration, pour moi, du narrateur et de la voix off, de la non-voix off. Mais ça, je pense qu'on pourra en parler après, parce que surtout que Chloé et moi, nos deux films sont vraiment à l'opposé de ce point de vue-là, donc ce serait intéressant peut-être d'en parler plus tard. Mais voilà, cette question du montage, effectivement, c'est constitutif de la manière de réaliser le film pour moi. Ouais, sur ce point-là, je rejoins aussi Gabrielle. Moi, c'est pareil, au total, je crois que j'ai fait 6 ou 7 films qui sont comme ça, qui utilisent des enregistrements d'écran où il y a du desktop dans un coin, ou en tout cas, des fois c'est central dans le film, des fois c'est juste une ou plusieurs séquences. Mais jamais j'ai pu utiliser un enregistrement direct de recherche que j'avais fait au moment, pour les raisons que Gabrielle vient d'expliquer, et puis parce qu'effectivement, ça reviendrait à accumuler des heures et des heures et des heures et des heures et des heures de rush pendant qu'on fait une recherche. Moi, c'est pareil, en fait, j'ai une espèce de processus Il y a un temps de recherche initial, évidemment, où il s'agit où on note beaucoup d'URL, on note des idées, on note des transitions possibles, il y a un arc narratif qui commence à se dessiner. Ensuite, il y a un temps, dans mon cas, il y a vraiment un temps d'écriture, a fortiori de la voix off, mais même d'écriture des séquences, il y aura telle image à tel endroit, tel texte, une espèce de travail presque de storyboard, en fait, avant de passer à l'enregistrement de l'écran. Puis, je pars en montage, virtuellement, tout a lieu sur le même ordinateur et je fais tout toute seule. Donc, je pars dans ma tête en montage, c'est-à-dire j'ouvre Adobe Premiere Pro et je commence à monter les captures d'écran que j'ai faites avec la voix que j'ai commencé à enregistrer. Et ça ne va pas du tout, ça ne marche pas, la temporalité n'est pas juste. J'ai l'impression que c'est beaucoup ça aussi. J'ai vu ça beaucoup dans des films d'étudiants qui voulaient travailler avec le desktop. C'est quand on commence à enregistrer des mouvements de souris, de clics, des moments où on tape sur le clavier et tout, c'est hyper dur d'avoir une temporalité, d'avoir un rythme qui fonctionne en fait. En général, on est très lent et on s'ennuie les spectateurs et les spectatrices s'ennuient en nous voyant taper en temps réel. Du coup, en fait, on est un peu toujours en train de jouer avec des moments d'accélération, des moments où on raccourcit les temps de chargement des pages, ce genre de un peu d'aléa qui rejoint aussi ce dont parlait Gabrielle.
Et du coup, comme ça marche pas, je repars en écriture, puis je refais des captures d'écran, puis je recommence à monter, puis je repars en écriture et je fais ce cycle-là 15 ou 20 fois jusqu'à ce que je sois épuisée et je décide que le film est fini. Mais du coup, c'est vrai que par rapport à un processus de fabrication d'un film documentaire où il y aurait un temps de recherche, un temps d'écriture, un temps de filmage, et après il y a le montage, et en général on ne remonte pas au tournage. Enfin, on peut retourner faire quelques plans, ou dans la fiction on peut rappeler les acteurs ou les actrices, mais c'est assez rare qu'on retourne 100% de ce qui a été filmé à l'origine, alors que dans mon cas c'est ça, je refilme 100% de ce que j'ai tourné à plusieurs reprises, quoi. Oui. C'est marrant parce que moi, du coup, je n'avais pas ce courage de recommencer. Donc moi, je bricolais pour que ça rentre. Donc en fait, si on regarde bien mon film, on voit plein d'incohérences, des faux raccords, des choses comme ça, parce que j'avais pas le courage d'aller retourner mes trucs à l'infini. Et même moi, il y a un moment, je me suis empêchée de retourner sur l'ordinateur, quoi. Je me suis dit, je vais faire comme si j'ai mes rushs. Et je vais faire comme si j'avais tourné un film et je ne vais plus aller retourner sur internet. Surtout que voilà, moi je travaille aussi avec les stories Instagram qui donc s'effacent toutes les 24 heures. Et donc je les enregistrais, ça me prenait beaucoup de temps. Et donc pendant que je montais, je savais qu'elle continuait de faire des stories. Et donc c'était infini, j'allais voir s'il y avait une story qui allait mieux marcher que ce que j'avais, ça. Et je ne sais pas si toi, tu as eu ce truc-là aussi. Moi, à un moment, j'ai dû vraiment m'interdire de rajouter quoi que ce soit en termes de rush, quoi. Ouais, pareil, c'est très difficile. Enfin, je pense dès lors qu'on travaille avec Internet, en fait, comme c'est un espèce de matériau mouvant, où il y a tout le temps de nouvelles choses qui apparaissent, en même temps, il y a aussi tout le temps des choses qui disparaissent, et c'est ce que tu disais. On est vraiment aux prises avec un matériau qu'on ne peut pas du tout contenir dans nos mains pour dire, alors, voilà ce que j'ai, comment est-ce que je l'agence, quoi. Et c'est vrai que ça peut demander, enfin, comme tu dis, quoi, une forme d'autodiscipline, de se dire, bah, voilà, Mais ça, c'est marrant, pour en avoir parlé avec d'autres cinéastes qui font du net found footage. C'est pareil, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit ça, qui m'ont dit j'ai la phase de téléchargement et après littéralement je déconnecte ma box, j'ai plus internet chez moi et là je fais le montage en fait, parce que sinon l'aller-retour permanent il est épuisant, quoi. Et c'est aussi quelque chose qui, je trouve, et donc peut-être vous y serez confrontés si vous essayez de faire ce type de film, n'est pas du tout pris en compte dans les systèmes de production. Et moi, je sais que je suis en train de travailler sur une sorte de web-série, donc des petits épisodes qui se passent sur un ordinateur, qui utilisent YouTube, etc., avec du coup là une production, des producteurs. Et du coup, pour eux, il n'y a pas de tournage, il n'y a que du montage. Donc, or, un montage de web-série calibré, c'est très, 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 très court, c'est peut-être 3 jours. Moi, j'ai besoin d'au moins 2 ou 3 semaines, quoi, pour faire mon truc. Et ça, c'est très dur à faire comprendre qu'en fait, c'est comme s'ils nous enlevaient le tournage. Et en plus, nous, comme on vient d'expliquer, c'est un tournage infini qui est tout le temps, on tourne, on monte, on tourne, on monte, on tourne, on monte. J'appelle bien sûr tourner, voilà, faire des captures d'écran, puisque en gros, c'est ça notre travail. Et c'est quelque chose, je pense, qui va peut-être rentrer plus dans l'usage, mais pour l'instant, c'est très dur. Et inversement, la phase d'écriture au début, pour moi, elle est très abstraite tant que j'ai pas commencé à tourner. Donc cette phase aussi là, elle se squeeze et on est censé tout faire en 3 jours à la fin, quoi. Mmh. Mais il y a un truc que tu as dit, s'il n'y a pas d'autres questions, je rebondis. S'il y a des questions, parce qu'on ne voit pas trop d'ici, mais n'hésitez pas à nous faire des signes et à nous interrompre si vous voulez intervenir, hein, mais sinon on peut continuer à parler. On a une question, mais D'accord. vous pouvez parler ensuite, il n'y a pas de souci. Je vous passe l'étudiant. Ouais, ok. Alors, je sais pas si vous avez déjà répondu. Alors, je sais pas si vous avez déjà répondu, mais je me posais la question, pourquoi aller... Ouais, c'est des Américains. Pourquoi être allé travailler sur des Américains? Pourquoi, pourquoi ce choix de sujet? En tant que féministe, pourquoi parler de femmes, tout ça, pourquoi parler d'une classe privilégiée aussi, qui sont les femmes blanches qui vivent dans des grandes maisons aux États-Unis? Pourquoi ce choix? Pourquoi les États-Unis en particulier? Je sais pas, ma question n'est pas très claire, mais... Si, c'est très clair, c'est une bonne question. Moi, Donc, je peux répondre en premier parce que pour moi, c'est très facile. Je pense que Gabrielle, ça va être plus... Moi, c'est très facile puisque je faisais réponse à un film qui existait déjà, qui était le film de Penny Lane, dans lequel il y avait 3 protagonistes, qui étaient effectivement 3 femmes blanches, 2 États-Uniennes et une au Canada. Et du coup, partant de ce point de départ-là, en fait, j'ai fait mon film aussi avec le matériau de ces youtubeuses-là, qui étaient celles que Penny Lane avait choisies, parce que c'était les 3 youtubeuses les plus visibles ou les plus célèbres, disons, toute proportion gardée, de la scène YouTube qui s'intéressait à
de maladie de la peau dont elle parle, quoi. Donc moi, c'était vraiment déterminé par le choix de travailler sur le film de Patty Bain. Moi, la question, effectivement, s'est posée à un moment, mais en fait, c'est un peu... Donc moi, ça parle des youtubeuses des youtubeuses qui s'appellent les cleanfluencers, qui sont des youtubeuses influenceuses de ménage. Et il se trouve qu'en fait, le modèle, c'est l'américaine, c'est-à-dire que les premières vidéos Clean With Me, c'est des américaines. Ça s'appelle d'ailleurs un Clean With Me. Et quand des Françaises font des Clean With Me, ça s'appelle encore un Clean With Me, parce qu'elles copient les américaines. Donc, la matière était bien plus présente côté Amérique, États-Unis, Canada. Et même s'il y a des Anglaises, des Françaises, mais il y a moins, quand même, il y a toute une partie du monde qui ne font pas vraiment de clean with me, ça c'est évident. Et c'est aussi parce que aux États-Unis, la communauté sur laquelle je travaille, il se trouve que c'est aussi en majorité des femmes au foyer, qui sont effectivement blanches, même WASP, qui font partie de communautés aussi religieuses précises et qui vraiment s'identifient à un modèle clair de ce qu'est une femme dans la société, dans le mariage, etc. Et c'est le sujet de mon film, en fait, c'est de montrer que cette communauté-là précisément, et certes, je ne suis pas américaine, mais ça me donne tout autant le droit d'en parler quand même. Et après, moi, ce que j'aimais particulièrement avec ces vidéos d'américaines, c'est effectivement, comme tu l'as fait remarquer, que c'est des maisons énormes qui, en plus, donc sur YouTube, sont toutes identiques. Donc, on passe son temps à voir les mêmes cuisines, les mêmes salons décorés avec les mêmes accessoires. Et des femmes qui, au bout d'un moment, on ne sait plus laquelle on est en train de regarder. Et c'est cette notion-là qui m'intéressait aussi, puisque voilà, c'est vraiment la question du modèle féminin qui m'intéresse. Et en plus, ces femmes-là, en tant qu'américaines, représentent aussi pour moi une sorte de niveau plus de ce qu'est, par exemple, l'impératif à la productivité, une relation aussi commerciale à ce qu'elles font, et qui ont zéro remise en cause du modèle dominant. Voilà. Donc, c'est pour ça que je me suis vraiment concentrée sur cette communauté-là. Et, mais même si le phénomène de vidéo de ménage est plus global que ça. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Ok. De toute façon, j'y pensais en t'écoutant, Gabriel, mais il y a aussi un truc où, pardon, je voyais une main levée, mais ça va prendre 1,5 seconde. Il y a aussi un truc où, à partir du moment où on enregistre les interfaces numériques d'Internet, en fait, on filme aux États-Unis, quoi. Enfin, il y a quand même un moment où on filme YouTube, on filme Google, et un moment où c'est des algorithmes qui sont pensés dans un territoire géographique, socio-économique, et tout, qui est très situé, quoi. Oui. Même si, évidemment, après, il y en a des appropriations, il y en a des usages aux 4 coins du globe, et ça peut aussi faire l'objet de films qui existent, on peut vous en recommander, mais qui sont aussi très intéressants. Mais c'est vrai qu'il y a un moment où, enfin, c'est pas complètement une coïncidence, disons, s'il y a beaucoup des trends, des tendances qui nous parviennent et qui nous intéressent sur Internet, qui proviennent des États-Unis, parce que c'est les infrastructures à l'intérieur desquelles ces pratiques nous parviennent viennent elles-mêmes des États-Unis. Oui, exactement. Bonjour. En fait, j'ai une question. Dans votre film, à vous, Gabriel, il y a un moment donné, donc on est un peu vers la fin. Vous m'entendez? Ouais, très bien. Et vous m'avez entendu dans le début de ma phrase? Ouais. Ok. Donc, en fait, du coup, je disais qu'à peu près vers la fin, à un moment donné, la mère au foyer, donc elle pleure. Et puis, à un moment donné, on est sur Google Earth et puis on se balade entre plein de maisons et tout. Il y a des clics. Est-ce que c'est vous qui faites ça ou c'est bien vous qui... Et pourquoi, quel est le choix de faire ça? Vous voulez dire moi qui clique sur Google Earth et vais voir leurs adresses, etc. Vous faites le tour des maisons un petit peu, le quartier, tout ça? En fait, c'est parce que il arrive un moment dans le film où on se dit vraiment qu'est-ce qu'il y a derrière ces vidéos de ménage. Et donc, ce sont les vies de vraies femmes. Et qu'est-ce qu'il y a dans ces vies de vraies femmes et comment s'en approcher le plus possible en restant sur Internet.
Et pour moi, je me disais au moment, enfin, je me suis rendu compte que leurs adresses étaient disponibles, donc c'est pas leurs adresses, c'est leur PO Box, enfin, c'est là où on peut leur envoyer des messages, enfin du courrier. Et donc je me suis dit, enfin une fois par curiosité, je suis allée voir et j'ai vu sa maison et ce que j'ai imaginé être sa maison précisément, qui était juste sans doute sa rue, bref. Et tout d'un coup, ça me l'a rendue encore plus réelle, cette femme qui jusque-là était virtuelle. Et c'est pour ça que je voulais qu'on ait cette impression-là en tant que spectateur, qu'on se dise, mais en fait, on peut franchir une barrière en allant voir où elles habitent. Hem, Parce que du coup, voilà, on a accès à des rues, des maisons, et ça rend plus réel, donc à la fois la vie de ces femmes, mais aussi, en l'occurrence, par exemple, la première qu'on va voir, elle s'appelle Jessica. On voit qu'elle habite dans une toute, toute, toute petite ville, ce dont je n'avais pas idée avant d'aller voir, où elle habitait. Et moi, ça m'a changé encore plus, mon empathie envers elle et la portée de sa voix et ça m'a fait aussi mieux comprendre pourquoi elle exposait autant sa vie sur les réseaux sociaux, pourquoi il se construisait autant de communautés, virtuelles. C'est parce qu'il y a un isolement, géographique, qui est vraiment réel, quoi. Donc je voulais montrer, bah, voilà, que derrière une vidéo YouTube, bah, il y a une femme et il y a une maison. Voilà, et comme en plus le film parle quand même de notion de foyer, ça me semblait important de montrer ces maisons. Et puis en plus, moi, c'est des images que j'aime beaucoup, les images de Google Earth. Hem, elles sont très cinématographiques aussi. En plus, là, c'est des banlieues infinies américaines, voilà, qu'on a vues dans plein de films. Moi, je joue aux Sims, donc voilà, pour moi, c'est les Sims. Donc il y a vraiment, bon, c'est des images qui me parlaient beaucoup. Et puis voilà, on entend pendant ce temps, des vidéos qu'elles ont faites, où voilà, on les entend en gros pleurer chez elles et on voit leur maison. Donc c'était pour rendre plus réel quelque chose qui est très, très irréel quand on est juste sur internet. Et enfin, heu moi je voulais que tout mon film se passe uniquement avec des choses qu'on peut trouver sur internet, qui sont sur internet, et cetera. Et donc bah, encore une fois, en fait, on peut trouver leur adresse et je suis allée voir juste, ce qui était à disposition, via leur compte et etc. Ouais. Je vais ajouter aussi que c'est pas anodin qu'elle habite en Utah. Oui, Et bien sûr. ouais, c'est pas du tout anodin parce que là-bas, c'est plein de femmes au foyer avec plein de grandes familles, 5 ou 6 enfants, comme ça, et ça paraît normal. Enfin, c'est juste. Oui. Oui, 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 bien sûr, il y a on sait très bien, quels États sont plus sensibles à quel type aussi de politique et cetera. Moi, à la fin de mon film, j'ai mis une carte des États-Unis puisque je voulais montrer qu'elles étaient plus ou moins partout, mais c'est vrai que j'ai eu du mal à en trouver dans certains États. Bon, parce qu'il y en a qui mettent pas où elles habitent sur YouTube aussi, elles le font pas toutes, mais il y avait une grosse majorité effectivement, hein, dans cet État-là, dans les États au centre des États-Unis, et par exemple, j'en ai pas trouvé une à New York, quoi. Donc effectivement, ça dit beaucoup de choses sur, la politique d'un pays, la répartition, sociologique, et cetera. C'est quelque chose qui est juste, voilà, montré, un peu effleuré dans le film, mais qui correspond à enfin, voilà, moi, mon point de vue, c'est que tout ce qu'on trouve sur internet, c'est documentaire. Donc grâce à juste cette vidéo YouTube de ménage, voilà, on peut commencer à avoir un discours, bah, proprement documentaire sur une situation. Mmh. Alors, une question aussi, peut-être vous y avez répondu à mon avis en partie, c'était savoir si vous pouviez un petit peu revenir sur cet équilibre qu'on a bien compris qui vous intéresse entre l'étude scientifique, sociologique, là on en parlait clairement par rapport à des conditions, par rapport à un ensemble d'une société de consommation, etc. Et puis ce rapport artistique, c'est-à-dire cette démarche artistique, ce rapport formel, vous l'avez rappelé, vous avez un protocole qui pourrait être celui d'un artiste, je reviens toujours là, contemporain, qui est celui de se donner un cahier des charges, un protocole et dire qu'il n'en sort pas, voilà, comme un certain nombre, pas mal d'artistes peuvent le faire. Ce rapport formel, c'est-à-dire à qu'est-ce que vous allez voir au niveau de l'écran, du cadrage et de la façon dont vous allez le monter. C'est ce va-et-vient, en fait, c'est-à-dire que quel est le plus important pour vous? C'est le support, enfin, non, pas le plus important, les deux sont sûrement très importants, mais quel équilibre vous trouvez justement entre le rapport au support, Internet, pour le coup, avec ce Ah, j'entends plus. qu'on y trouve, en Ah, fait, c'est au bon. final,
Et donc, le rapport à Internet et justement ces propos, je veux dire, ce contenu, ce travail critique, souvent, de recherche plutôt au niveau des sciences humaines, au niveau oui, un peu sociologique pour le coup, quoi. Oui, je pense que Chloé pourra vraiment bien répondre à cette question parce que pour moi, ça se résout dans le terme de netnographie, qui, enfin, moi, mon acception du terme que je maîtrise pas, c'est utiliser la matière Internet comme source scientifique, quoi, pour parler d'une réalité. Et sinon, concernant l'esthétique et le côté, moi, je trouve que mon film à moi, visuellement, il est très moche. C'est-à-dire il est pas beau. Et je m'en suis rendu compte en le faisant que ça allait pas être beau à regarder parce que déjà, les vidéos YouTube sont pas particulièrement belles. La musique qu'elles utilisent, qui est la musique que j'utilise dans mon film, elle est assez désagréable aussi. C'est beaucoup de voix qui s'empilent, etc. Donc, mon film est pas beau à regarder. J'ai fait le deuil, voilà, de faire un film beau assez vite quand j'ai commencé à... Et on m'a dit que mon film était esthétique, ce qui est peut-être plus exact. C'est-à-dire il est pas moche non plus, mais il n'a pas d'esthétique, à part une esthétique web qui est celle de son sujet. Donc c'est un choix que j'ai fait. Après, moi, je suis sensible à la beauté de Google Earth, mais ce n'est pas peut-être le cas de tout le monde. Chloé, je te laisse répondre sur la ethnographie, tout ça. Mais tu sais, je pense que ton film deviendra beau dans 10, 15, 20 ans, quand ces interfaces, ces images-là seront devenues vintage. Comme maintenant, on voit des images de VHS avec les barres, là, et ça nous rend nostalgique de notre enfance. Je pense que, pareil, on verra ton film, on se dira « Ah, les années 2018, 2019, 2020, c'était marrant. » Enfin, je souhaite qu'on ait ce rapport-là. Mais oui, non, mais c'est marrant parce que ça rejoint ce à quoi je voulais revenir tout à l'heure, et puis finalement on est passé à autre chose, mais ça me fait penser à ce que tu disais, Gabriel, aussi sur la décision que tu as prise à un certain moment de t'éloigner aussi d'une approche hyper réaliste, où juste on montre à l'écran ce qui est à l'écran, et où en fait on se dit, bon, au bout d'un moment, bon, non, en fait, je peux faire... après tout, je suis réalisatrice, je fais du cinéma, je fais du montage, donc je peux faire apparaître des fenêtres qui, en fait, ne peuvent pas apparaître sur un écran normal. Ça demanderait des manutentions que là, juste, je coupe. Et ça, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que si on regarde dans le corpus des films de desktop qui existent aujourd'hui, il y en a vraiment, enfin, tout le spectre est couvert, disons, de vidéos qui sont vraiment des vidéos d'art, qui ne se soucient pas du tout de documenter la manière dont les interfaces fonctionnent, mais qui juste travaillent les interfaces comme un matériau plastique, visuel, sonore, espèce de matière, de pâte à modeler avec lesquelles ils font un film. Enfin, je ne sais pas si je pense au travail de Camille Enro, qui est déjà assez ancien, ou au film de Louis Anderson aussi, qui travaille à partir des interfaces d'une manière qui fait complètement mentir leurs usages réels, disons, ou qui travaille contre, disons, la manière dont les interfaces fonctionnent en temps réel. Alors que c'est vrai que moi, spontanément, j'étais plutôt dans la démarche inverse, qui était de dire, bah non, je suis dans une démarche qui est de fait scientifique parce que je fais ces films dans le cadre d'une thèse. Donc, que je le veuille ou non, l'appareillage universitaire, il est présent autour de mon travail. Et puisque ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'être dans une démarche de documentation des contenus d'Internet et la manière dont les interfaces fonctionnent, il faut que je reste fidèle à la manière dont les choses m'apparaissent, quoi. Et c'est vrai que moi, mais un peu comme Gabriel, en fait, ça m'a pris un certain temps pour m'autoriser à me dire, en fait, non, il y a des moments où ça peut être intéressant, ça peut créer des effets rhétoriques ou des juxtapositions, des superpositions qui, en fait, sont porteuses de sens aussi, quoi. Donc, pour moi, je ne crois pas que dans ce film-là, même dans les autres, je ne crois pas avoir jamais vraiment pris des décisions esthétiques qui ne soient que esthétiques, c'est-à-dire juste parce que c'est joli, parce que j'en ai envie et que ça crée un truc visuel qui me plaît, je vais le faire. Je pense que c'est quand même toujours déterminé par quelle est la question que j'ai envie de soulever, ou quel est l'élément de réflexion que j'ai envie d'avancer, ou quel est le nouveau matériau que j'ai envie d'introduire. Mais en revanche, c'est vrai que c'est assez jubilatoire aussi de travailler avec, de remonter des captures d'écran et de s'émanciper un petit peu du fonctionnement des algorithmes, en se rendant compte qu'avec les outils du montage, on peut leur faire des trucs qu'ils n'ont pas été conçus pour faire, disons. Il y a aussi une forme de réappropriation et de geste de reclaim, je ne sais pas comment le traduire, mais de reprendre le contrôle, disons, un peu sur ces interfaces auxquelles autrement on est assez soumis, quoi, dans notre vie quotidienne. Mais c'est ça que je continue, enfin, je rebondis aussi sur
l'emploi du terme de n'ethnographie que Gabriel mentionnait en réponse à la question de la science versus l'art, si je résume la question de manière très caricaturale. Pour moi, c'est ça aussi que je trouve hyper intéressant dans l'étude de ces formats-là, de ces nouvelles formes cinématographiques. C'est justement, en fait, en les rapprochant, comme le terme de n'ethnographie propose de faire le lien ou suggère un lien avec la pratique de l'ethnographie, donc il y a une forme de documentaire scientifique, pour le coup, qui est vraiment né dans le champ de l'anthropologie, et qui donc depuis à peu près tout au long du XXe siècle, en fait, c'est des anthropologues qui, pour aller étudier des différentes ethnies, différents peuples à différents endroits du globe, prenaient une caméra pour aller filmer la manière dont ces ethnies fonctionnent, leurs pratiques sociales, etc. Ce qui est intéressant, c'est que cette pratique-là, la pratique de l'ethnographie filmique en particulier, elle a d'emblée toujours été politique, parce qu'il s'est toujours agi, encore une fois, on parlait à l'instant de pourquoi filmer des femmes privilégiées, blanches dans leur grande maison, etc. Mais la question du privilège et de qui filme, qui sont les objets, qui sont les sujets de la recherche, elle a toujours été très centrale dans la pratique de l'ethnographie. Et du coup, ça permet de politiser aussi un peu cette réflexion sur le est-ce qu'on fait de la science et où est-ce qu'on fait de l'art, et comment est-ce que ces choses-là peuvent s'articuler, parce qu'au final, les décisions qui sont prises, y compris sur le plan strictement formel, et qui pourraient sembler ne concerner que l'esthétique, en fait, ont quand même tendance à avoir toujours des implications éthiques et politiques qui sont assez importantes, quoi. Oui, juste pour compléter, je trouve que là, on touche quelque chose qui est assez intéressant, enfin, en tout cas, moi, qui m'intéresse beaucoup. C'est est-ce que, quand vous parliez d'esthétique, savoir si le film est joli ou pas, donc là, déjà définir ce rapport-là, mais est-ce que ce jeu avec ce qu'on voit, c'est-à-dire au-delà du documentaire et du fait de récupérer des images et de les utiliser telles quelles, c'est ce jeu à un moment donné dans le montage ou le cadrage s'il faut ou autre qui permet la mise en abîme, le fait de, je sais pas, de faire des analogies avec l'image, avec justement ces fenêtres que vous pouvez ouvrir dans certains films et amener à tous ces jeux de cadre dans le cadre, etc. Enfin, à mon avis, l'enjeu, il est là. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de documentaires, enfin les meilleurs documentaires, c'est ceux qui, d'une façon plus ou moins voulue par les réalisateurs, jouent justement sur ces deux tableaux au niveau scientifique et puis ce rapport formel qui se veut esthétique à travers tous ces aspects-là, sans être forcément joli. On parle de toute façon d'images Internet qui sont, en tout cas par rapport à YouTube et puisque des supports que vous utilisez, qui sont souvent ce qu'on peut considérer comme des images pauvres, comme les artistes plasticiens, les vidéastes, les premiers, Nan Junpei par exemple, utilisaient des images de la télévision et aussi par manque de moyens qu'on a découvert la vidéo. La vidéo au début et qui n'était pas une image forcément de bonne qualité, mais qui rendait une certaine esthétique par rapport à ce qu'ils en faisaient, c'est-à-dire à la façon dont ils le montaient ou les rapports formels, mais aussi intellectuels qui pouvaient créer à travers ces différences par rapport au montage. C'est ça où que je voulais préciser. Est-ce qu'il y en a, il y a des questions dans la salle? Ouais. Ma question est, vous êtes, pour l'instant, vous êtes étudiante en cinéma, c'est ça à peu près? Moi, j'ai terminé il y a 1 an les études et Chloé est en train de faire une thèse. Ouais. Ça fait beaucoup d'informations. Du coup, vous voyez comment votre avenir par rapport au cinéma traditionnel et le fait que ça passe de plus en plus par Internet et l'avenir du cinéma et Internet. Vous parliez tout à l'heure du fait que beaucoup de, je sais plus si c'est des étudiants, enfin bref, voulaient faire des choses avec des desktops, pareil avec leur ordinateur. C'est quoi l'avenir que vous voyez à ça? Et même dans une question en allant plus loin, est-ce que vous ne pensez pas que comment se démarquer sur Internet, sachant avec toute la variété de contenu et tout le contenu produit chaque jour? Enfin, comment vous voyez par rapport à Internet, comment vous voyez l'évolution du cinéma par rapport à Internet et votre évolution avec le cinéma sur Internet? C'est intéressant, c'est des questions intéressantes. J'ai l'impression qu'il y en a après Chloé, je pense, s'y connaît mieux que moi, mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de films qui se font sur ce modèle-là. Je
je pense qu'il malheureusement va y en avoir aussi de plus en plus parce que là, par exemple, il y a eu un moment, personne ne pouvait tourner. Moi, j'ai fait un film pendant le confinement parce que j'avais que ça à faire, j'étais sur mon ordinateur, voilà. Tant que j'avais internet, je pouvais continuer, ce qui a arrangé certaines personnes, quoi, que je puisse quand même travailler. Après, moi, la question que je me pose plus, c'est comment diffuser ces films, la question des droits à l'image, qui est une sorte de question juridique qui est encore pas hyper claire. C'est-à-dire à qui appartiennent les images des youtubeuses que j'ai utilisées, par exemple. Moi, en l'occurrence, j'ai demandé l'autorisation à chaque youtubeuse d'utiliser ces images. Mais j'étais pas obligée. Enfin, c'est bizarre le rapport que... Voilà, j'ai l'impression qu'il y a un petit vide juridique qui va se combler par rapport à tout ça et qui en fait a un impact direct avec la manière dont ces films sont diffusés, reçus, produits. Et ça, j'ai l'impression que c'est en train de se... Enfin, ça va se faire, mais que c'est pas encore le cas. Et qu'il y a plus des gens, c'est plus des gens qui, comme Chloé et comme moi, même si moi c'était quand même dans un contexte d'école, font des films dans leur coin. Et puis, il y a des grosses productions qui ont été faites avec des films de desktop, il y a des fictions qui ont été faites. J'en avais vu une au cinéma il y a 2 ans, je crois. Je ne sais plus comment ça s'appelait, un père qui cherchait sa fille qui avait disparu. Searching. Searching, voilà, ouais. J'avais vu, donc c'était une fiction pour le coup, où ils trichaient pas mal avec leur truc de base. Mais je sais pas, peut-être que toi tu sais, Chloé, si vraiment c'est un mouvement en train de... Est-ce qu'il y a de plus en plus de desktops qui se font ou de films qui utilisent les images internet? Ouais, je crois. Enfin, ça semble assez évident et je pense que c'est aussi encouragé par le fait qu'il y a pas mal d'institutions et de festivals qui sont de plus en plus curieux de ces formes-là aussi. Et du coup, ça crée un espèce d'appel d'air de bon, bah, si c'est ça qui marche, on va en faire d'autant plus. Et comme tu viens de le dire, je pense que l'année 2020 aura été très, 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 très féconde en desktop film. Il y a 2 choses sur lesquelles répondre. Enfin, sur la question juridique, mais qui était pas la question posée, mais qui est quand même vraiment intéressante aussi s'il y en a parmi vous qui songent à explorer un peu ce format-là pour vos propres travaux. Je rejoins ce que Gabriel a dit pour l'instant. En fait, pour autant que je comprenne la situation, je sais que la loi évolue plus lentement que les pratiques et les technologies. Du coup, à l'heure actuelle, il n'y a pas les articles de loi qui correspondraient à ces pratiques qui diraient bon, bah, ça c'est légal, ça c'est pas légal. Et comme il n'y a pas trop de jurisprudence, il n'y a pas vraiment de cas de figure, enfin, il n'y a pas du tout de cas de figure où un ou une cinéaste expérimentale se ferait poursuivre en justice par un internaute ou une internaute dont il aurait emprunté les images. Pour l'instant, on est dans un espèce de... Tout le monde navigue un peu à vue en attendant que les pratiques soient formalisées dans le cadre d'un article de loi, quoi. Et chacune et chacun prennent un peu leurs décisions sur le plan éthique de manière individuelle, quoi. C'est-à-dire que c'est chacun d'entre nous qui décidons. Est-ce que, comme Gabriel, on a le souci d'aller demander l'autorisation à chacune des personnes à qui on emprunte les images? Ou est-ce qu'on décide qu'on s'en fiche, parce que de toute façon, ces images-là, elles n'appartiennent plus aux créateurs et aux créatrices, en fait, elles appartiennent à YouTube, et que, comme on est des espèces de Robin des Bois des images, on peut voler YouTube pour redistribuer à nos spectateurs, spectatrices à nous, on s'en fiche. Enfin, il y a différentes positions, disons, différents artistes ont différents positionnements par rapport à cette question. Mais pour en revenir à la question qui était, enfin, telle que j'ai compris, disons, ce que j'ai compris de la question qui était posée, qui était celle de l'avenir du cinéma sur Internet, c'est vrai que après, enfin, je sais pas, enfin, Gabrielle, comme toi, tu as vraiment fait la féministe, tu es formée en tant que monteuse, j'imagine que tu te projettes en partie, je sais pas, hein, c'est une question ouverte, ton avenir comme celle d'une professionnelle du cinéma, donc j'imagine que la question c'était aussi à quel point est-ce que... Enfin, par exemple, tu as dit que tu étais en train de travailler sur un web documentaire ou sur une web série, ce qui veut bien dire que donc, tu penses en partie aux futurs objets que tu vas produire comme des choses qui vont être diffusées sur Internet. Moi, j'ai un statut un peu particulier par rapport à ça parce que je m'identifie plus comme une réalisatrice expérimentale et je suis chercheuse, enfin de métier, disons. Donc, je pense continuer à travailler sur Internet sans forcément dépendre très directement de distribution en salle, de l'exploitation traditionnelle des films, enfin, qui sont les aspects de l'industrie du cinéma qui sont possiblement les plus instables en ce moment ou les plus en danger, non seulement à cause d'Internet, mais aussi très concrètement à cause de la Covid.
Mais ouais, je sais pas. En fait, ce qu'il faut aussi, je crois, avoir en tête, et ça, c'est pas forcément évident pour nous qui sommes, qui appartenons à la génération Internet, pour le dire comme ça, c'est qu'en fait, les discours sur bon, bah, le cinéma est en train de mourir, le cinéma va disparaître à cause des nouveaux médias, en fait, c'est des discours qui existent depuis facilement les années 80, quoi. Où c'était la télévision qui allait mettre fin au cinéma et plus personne allait dans les salles. Et bon, en fait, ça va, le cinéma, à part, crise sanitaire mise à part, évidemment, qui est un contexte très particulier, mais ces dernières années, les taux de fréquentation des salles de cinéma étaient vraiment pas aussi mauvais qu'on voulait dire, et les formes audiovisuelles coexistent, en fait. Moi, à titre personnel, je n'ai pas vraiment la crainte que certaines grandes plateformes de streaming, pour ne pas les nommer, ne sonnent vraiment le glas du cinéma comme 7e art. Enfin, c'est un discours qui me semble assez défaitiste, en fait. J'ai l'impression qu'il y a plein de choses intéressantes à faire à l'intersection des différents espaces, et qui pose vraiment chacune des questions hyper intéressantes en termes de ce que ça veut dire que de regarder un film en salle, ce que ça veut dire que de regarder un film sur Internet, ce que ça veut dire que de regarder des formats sériels, comme justement ce sur quoi est en train de travailler Gabriel, je ne sais pas si tu veux en parler un petit peu, qui est encore une manière de faire la rencontre du cinéma autrement, sous une forme épisodique. Et toutes ces questions-là, elles sont intéressantes à investir sur le plan créatif, je crois. Oui, s'il n'y a pas de questions immédiates, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord. Et puis après, il y a aussi ce dont là je me rends compte avec mon projet de web-série, c'est qu'on est obligé de prendre en compte de manière spécifique l'outil sur lequel les gens vont regarder ce qu'on fait. Parce que par exemple, il y a des choses toi, Chloé, je ne sais pas si tu as eu la même chose sur ton film, mais moi, il y a des choses qui rendaient plutôt bien sur mon écran d'ordinateur. Et puis quand je l'ai vu projeter sur un écran énorme dans une salle de cinéma, on n'arrivait plus trop à lire, il y avait trop de choses. Donc j'ai dû faire un peu des allers-retours aussi. Heureusement, à la fin, on peut tester sur une grande salle avant de finir, donc ça n'a pas été trop problématique. Et là, c'est l'inverse, mon projet de web-série, les gens vont sans doute le regarder sur leur téléphone. Et du coup, je ne peux pas mettre un texte qu'on voit, qu'on peut lire sur un écran, une recherche Google par exemple. Là, je suis obligée de zoomer à fond dans Google, mais même quand j'enregistre, quoi, pour que les gens ils puissent lire quelque chose sur un téléphone. Et donc là, pour le coup, on est obligé de penser le montage et la réalisation en fonction de la destination de notre objet filmique. Ce qui est quelque chose de, voilà, je suis en train de travailler dessus, je n'ai pas du tout encore tous les automatismes. Moi, est-ce qu'il y a une question dans la salle ou pas? Oui. Oui, alors j'ai une petite question encore au niveau du support, justement, puisque c'est des choses qu'on aborde et de la diffusion. Mais pour vous, l'idéal, c'est quoi? Ce serait quoi le support idéal? Parce que là, en fait, vous avez, c'est ce que vous disiez, Gabriel, vous aviez donc monté le film, vous l'avez vu sur votre écran. Mais là, par exemple, dans le cadre du festival Entrevue, il devait être montré sur grand écran. Est-ce que vous avez, ça serait quoi le support idéal pour montrer vos films? Alors là, je m'adresse à l'une et à l'autre avec des réponses peut-être différentes. Mais voilà, parce que la question du support, elle est intéressante. Si j'en reviens au domaine plus plastique et plus artistique, je pense par exemple à la question de l'installation ou de la dimension performative. Voilà, ça serait quoi pour vous le support idéal? Moi, en ce qui me concerne, donc pour le coup, c'est une question que je ne m'étais pas posée en amont, sachant que, voilà, c'est encore une fois, c'était un film d'école qui était pas forcément voué à être vu déjà, parce qu'en fait, il faut savoir qu'un film d'école, s'il n'est pas projeté en festival, on n'a pas le droit de le mettre sur internet ou quoi que ce soit. Donc personne ne le voit en fait s'il va pas en festival ou s'il circule pas sous le manteau. Et donc moi, dans mon cas, donc j'avais pas anticipé que le film serait vu plus souvent en salle que sur un écran d'ordinateur. Et en fait, ça a été, je trouve que chaque support a ses avantages. C'est-à-dire que quand moi j'ai pu voir mon film dans une salle avec d'autres gens, ça m'a
ça m'a changé ma vision du film et la manière dont même je le ressentais, et c'était très, très fort, surtout après avoir travaillé très longtemps toute seule, dans une salle sur ce film. Mais je trouve qu'un desktop documentaire, quand on le voit sur un ordinateur, bah, il y a un côté mise en abîme qui est, démultiplié et qui, fonctionne très bien pour, tout un tas de raisons, que ce soit pour s'identifier, pour, c'est aussi assez marrant, enfin il y a plein d'avantages et après, moi personnellement, j'aime bien, regarder des choses sur mon téléphone. J'aime bien ce fait qu'on puisse le tenir dans la main et je crois que j'ai jamais vu mon Clean With Me After Dark sur un téléphone. Je pense que ça donnerait pas grand-chose. À mon avis, on pourrait pas lire, voilà, ça j'ai pas testé. Mais je sais que créer quelque chose qui peut être vu sur un téléphone, moi, ça m'intéresse aussi. Et je trouve que chaque support a vraiment, ses avantages. Je vois pas vraiment d'inconvénients non plus, par contre. Après, c'est des questions qui doivent se poser à la fabrication, du coup. Si on sait qu'on va, voilà, moi, il se trouve que j'ai aussi un autre projet qui, cette fois, est un webdoc, donc une expérience interactive sur internet et bah, là, il faut qu'en fait, les gens puissent le faire sur leur téléphone et sur un écran et en fait, pour le coup, il faut deux conceptions différentes, totales, quoi. 2 graphismes différents, 2 modèles d'interactivité différents, des fois, il y a le doigt, on peut glisser, des fois, bah, il y a la souris, enfin bref, c'est pas du tout pareil. Donc effectivement, c'est des questions, mais moi, j'aime les 3 supports, petit écran, moyen écran, grand écran. Ouais, je rejoins complètement ce que Gabrielle vient de dire sur le fait que c'est des questions qu'il faut se poser au moment de la création et qui informent beaucoup et sans doute plus qu'à une époque antérieure la fabrication des films parce que ces différents modes de diffusion existent et qu'on sait qu'on peut y être soumis. Après, je sais qu'effectivement, là, le film que vous avez pu voir, ou j'ai l'impression que les desktop films, les desktop documentaires que j'ai réalisés ces dernières années, j'ai eu l'occasion de les voir principalement sur grand écran en salle et sur écran d'ordinateur. Et je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Gabrielle. Je trouve les deux formats très intéressants et très, très différents. Parce qu'effectivement, quand on le voit sur l'écran de l'ordinateur, il y a un peu ce sentiment que votre ordinateur est en train de se faire posséder. Il y a un truc un peu d'exorcisme de votre écran d'ordinateur qui, en plus, pour plein de raisons différentes, va ressembler à la fois énormément à ce que vous avez l'habitude de voir sur l'écran et en même temps, ça ne sera pas tout à fait ça et vous n'aurez pas le contrôle. Donc, c'est une expérience qui est intéressante en tant que telle. Et en même temps, c'est vrai que projeté sur le grand écran, il y a la très grande... en fait, c'est à la fois la taille de l'écran et peut-être même a fortiori le fait d'avoir un public avec plusieurs personnes. Je dis ça en regardant avec nostalgie la salle pleine d'étudiantes qu'on a à l'écran, parce que vous êtes ensemble et que nous, on est dans nos salons. Mais c'est vrai que l'expérience de regarder ensemble une image commune, elle est très forte et elle produit des effets qui n'ont strictement rien à voir avec l'expérience de regarder un film sur écran d'ordinateur. Après, moi, je n'ai pas eu du tout l'expérience pour l'instant de faire ni des objets interactifs, ni des objets qui soient faits pour être vus sur téléphone. Je suis persuadée que c'est hyper intéressant, ça ne s'est pas encore produit. En revanche, j'ai eu l'occasion de travailler en contexte d'installation et d'installer des desktop films dans l'espace et de penser y compris des installations où il n'y a pas seulement des moniteurs, mais la possibilité d'investir vraiment un espace et de faire exister une installation. Et ça, c'est aussi, je trouve, un médium hyper intéressant à mobiliser, qui intéresse peut-être plus directement les étudiants et les étudiantes de l'école, même si la grande question qui s'est posée, parce que je trouve ça extrêmement intéressant de pouvoir spatialiser le desktop aussi entre plusieurs écrans, éclater le desktop dans plusieurs coins d'un espace, et puis aussi de pouvoir faire exister dans l'espace des images ou des médiums qui existent sur d'autres modalités que celle de l'image animée. Mais en revanche, pour moi, la question que ça posait de manière vraiment centrale, c'était celle de la durée des œuvres qui étaient présentées, parce que j'ai l'impression que le format d'installation, là je parle aussi en tant que visiteuse d'exposition, j'ai une patience qui est vraiment limitée dès lors qu'il s'agit de regarder un objet cinématographique, disons, ou une vidéo si vous voulez, mais enfin des images en mouvement linéaires qui durent plus de 10 minutes, mettons, si on me donne un banc. Et c'est vrai que pour moi, ça a été une grande question, parce que c'est vrai que j'ai eu l'occasion de faire des vidéos qui étaient destinées à une présentation à l'installation, donc je me donnais un objectif limité en termes de temps. Mais par exemple, le film que vous avez vu là, Watching the Pain of Others, m'a proposé de le montrer en installation, et il dure plus d'une demi-heure, et ça me semble un peu aberrant comme
comme dispositif, à moins vraiment d'avoir une salle de projection dans l'installation. Et en fait, on recrée un petit cinéma, un petit cube noir à l'intérieur du cube blanc, si on veut. Mais sinon, c'est vrai que voilà, c'est une question qui se pose aussi beaucoup, j'ai l'impression, dès lors qu'il s'agit d'installer des images en mouvement, que de penser aussi les circulations et donc les modalités d'attention un peu distraites dont nos films peuvent faire l'objet dans ces contextes-là. Mais c'est sans doute la même chose quand tu penses des formats sur téléphone, non? Parce que quand tu penses à une projection sur grand écran, tu sais que tu vas avoir ton public à peu près captif. Ils peuvent penser à autre chose pendant la séance, mais ils n'ont pas grand-chose d'autre à voir. Sur ordinateur, on sait maintenant qu'il y a quand même il y a quand même une pratique de regarder des films sur ordinateur qui est assez sage, avec des spectateurs et des spectatrices qui regardent un écran et qui font pas forcément un milliard de choses à la fois. Mais j'imagine que je sais pas à quel point toi ça rentre dans ton processus de fabrication, Gabriel, justement pour le format que tu es en train de développer, qui est fait aussi pour téléphone, à quel point tu imagines que les gens puissent, je sais pas, le voir carrément dans les transports, ou enfin dans des dispositifs où ils sont obligés de prêter attention à beaucoup d'autres choses en même temps que ce qu'il y a sur leur écran. Je sais pas si c'est un truc qui informe ton écriture. Oui, bah, effectivement, déjà, il a fallu effectivement se dire que ça pouvait pas durer plus de. Alors, on n'a pas encore mis la durée de l'expérience, mais ça ne peut pas être trop long, quoi, parce que déjà, les gens, ils vont recevoir des messages. Je ne sais pas si ça peut bloquer les messages. J'aimerais bien, moi, que les gens puissent plus recevoir de messages pendant que mon truc passe. Je pense que ce n'est pas possible. Donc, ouais, il faut. C'est totalement les questions que je suis en train de voir, quoi. Combien de temps ça peut durer? Moi, j'aimais bien l'idée, justement, de se dire, bon, non, pour faire cette expérience, vous êtes obligé d'aller vous asseoir à un bureau et de faire sur votre ordinateur. Moi, j'aimais bien voilà, vu que c'est un projet documentaire, encore une fois, je voulais y avoir cette exigence-là. Mais en fait, en discutant avec les autres gens qui travaillent sur le projet avec moi, on m'a dit, et en même temps, est-ce que c'est pas dommage de te priver de gens qui veulent le faire sur le téléphone? Et voilà, encore une fois, moi, je trouve ça intéressant, agréable de regarder quelque chose sur son téléphone quand c'est adapté pour. Donc bien sûr, je dis, oui, c'est vrai. Et donc, je ne sais pas encore si on va faire 2 formats différents, c'est-à-dire que ce ne sera pas exactement la même expérience selon l'endroit où vous allez le faire. Je ne sais pas encore. J'aimerais bien que les 2 soient différents et pas seulement adaptés, comme les sites internet ou tout ça. Mais du coup, Chloé, quand tu disais, est-ce que tu as eu l'occasion de prendre un film que tu avais déjà réalisé dans un contexte qui n'était pas un contexte d'installation et de de l'installer? Et dans ce cas, comment est-ce que tu l'as adapté? Tu l'as coupé en plusieurs morceaux? Tu as juste ajouté des choses dans l'espace? Comment tu as... Oui, ça s'est produit plusieurs fois. Enfin, non, la première fois que j'ai eu l'occasion de travailler dans un contexte d'installation, il s'agissait effectivement de montrer des films qui avaient déjà été produits. C'était dans le cadre du projet justement qui est en collaboration avec Kevin Billy dont on parlait tout à l'heure. Et là, effectivement, on avait eu l'occasion à plusieurs reprises de montrer 2 vidéos-essais qu'on avait réalisés qui duraient 12 minutes chacun, qui fonctionnaient en diptyque. Donc, en fait, on les présente, comme les films avaient été réalisés et qu'ils étaient terminés, on les a juste présentés en diptyque, donc sur 2 moniteurs. Ils faisaient exactement la même durée, donc ça faisait une loupe de 12 minutes avec deux écrans auxquels faire prêter attention. Ce qui était très intéressant pour moi de voir aussi comment les personnes circulaient dans l'espace d'exposition, parce que comme ces 2 desktop films, en plus, mon film à moi était en français, donc il y avait des sous-titres anglais. Donc ça faisait énormément d'informations visuelles en fait à intégrer pour les visiteurs et les visiteuses. Donc c'était assez intéressant de voir qu'en fait il y avait des personnes qui s'asseyaient sur un des 2 bancs, qui prenaient le casque et qui regardaient une des vidéos puis qui regardaient l'autre, mais il y avait plus de personnes qui se mettaient à une distance telle qu'ils pouvaient voir les 2 écrans pour essayer de regarder ce qui se passait en même temps. Ce qui était à la fois hyper intéressant parce que nous-mêmes, on redécouvrait nos films en voyant les dialogues qui se créaient au fur et à mesure entre les deux vidéos. Et en même temps, c'est vrai que ça me rendait complètement rêveuse de l'expérience cognitive que ça devait être, quoi, parce que tu peux pas suivre... Enfin, c'est deux films qui ont des narrations qui sont très chargées. Enfin, on parle quasiment tout le temps, quoi. Donc, il y a beaucoup de textes. Et c'est vrai que mais ça, j'ai l'impression que c'est un peu une des caractéristiques du desktop film, en tout cas dans la manière dont il a été fabriqué jusqu'ici, ce qui tend à fabriquer des expériences intenses en termes de quantité d'informations qui sont envoyées dans la direction des spectateurs et des spectatrices, quoi. Mais après, donc plus tard, j'ai eu aussi l'occasion de concevoir des films à la fois un peu comme ce que tu es en train de faire toi maintenant, en me disant, je fais un format
mono-channel, enfin une seule vidéo qui est plutôt pensée pour la diffusion en festival. Et on fait aussi des versions à plusieurs écrans pour le dispositif d'installation. Même si là, c'est vrai qu'avec la crise sanitaire, du coup, on diffuse que la version mono-channel, parce que les possibilités de présenter dans l'espace sont assez limitées. Et j'ai aussi un projet d'installer l'année prochaine, en espérant que ça puisse se faire pareil en présentiel, dans un espace. L'autre film que j'ai réalisé dans le cadre de ma thèse, qui s'appelle Forensicness. Et là, c'est pareil, sauf qu'on travaillerait sur une espèce de double... d'un côté, une présentation du film projetée, donc en recréant un petit cinéma dans l'espace d'installation, et par ailleurs, dans l'espace, en essayant de présenter des matériaux constitutifs du film avec lesquels il s'agirait de permettre aux visiteurs et visiteuses d'interagir. Donc là, il s'agirait vraiment plus d'un peu d'exploser le contenu du film sur les murs, si j'ose dire, pour essayer de... Voilà. Parce que le film parle de faire des liens pas forcément logiques et cohérents entre des choses. Donc on a envie de laisser aux personnes la possibilité de faire leurs propres liens trop bien. entre les matériaux avec lesquels j'ai travaillé. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, s'il n'y a pas d'autres questions dans la salle, je change, pas vraiment de sujet, mais on est dans une école d'art, des étudiants, et vous, par rapport à Gabriel, notamment par rapport à la FEMIS, je voulais savoir si, profiter de cet échange quand même c'est quand même un lieu, c'est quand même une formation qui est assez difficile d'accès pour beaucoup de personnes qui aimeraient y rentrer, hein, pas forcément que dans les écoles d'art, mais à l'université ou autre. Et je voulais juste savoir si tu pouvais nous dire quelques mots sur la façon dont ça se passe, mais assez, on ne va pas refaire une conférence de la conférence sur la féministe, mais l'idée c'est de, voilà, quand on y rentre, à quel moment, et puis comment, par rapport à ta perception à toi, hein, ce qui m'intéresse, c'est voilà, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, s'il te plaît? Oui, oui. Alors, je pense qu'effectivement, l'expérience FEMIS dépend beaucoup du département dans lequel on rentre et donc du métier auquel on se destine. Donc, moi, c'était montage, donc je peux parler de cette expérience-là. En montage à la FEMIS, on peut y rentrer même en n'ayant jamais fait de montage avant, ce qui était mon cas. J'avais jamais touché un logiciel, même limite un ordinateur de ma vie avant. Et donc, pour moi, qui ne connaissait rien en arrivant, c'était une très, très bonne formation, puisque j'en suis sortie en étant capable de monter des films et même de faire un film où il n'y a que du montage dedans, avec qu'un ordinateur, ce qui était très loin de ce que je pensais faire en y entrant. Et la FEMIS, en gros, c'est 4 ans d'études, ce qui est long, avec une année commune où on fait des sortes de petits films, on découvre ce qu'est le cinéma. Et après, les monteurs commencent leur formation de monteur, qui est une formation assez poussée sur le logiciel Avid Media Composer. Puis on monte les films des autres et c'est comme ça qu'on progresse. Et on a l'occasion de réaliser en montage un petit film en 3e année qui est un film de trucage, donc pour s'entraîner à truquer. Moi, j'avais fait un faux documentaire sur Shining, et donc qui est voué à ne jamais être montré, puisque bien sûr, je n'ai pas les droits des images de Shining. Après, le film de fin d'études, voilà, qu'on fait pour avoir son diplôme. Et je pense que c'est une école qui vaut vraiment le coup quand on sait qu'on veut faire ça plus tard et qu'on n'a pas d'autres portes d'entrée pour faire du cinéma. Parce que moi, je sais que je pense que tout le monde n'est pas comme moi, et heureusement, mais moi, je sais que si j'avais pas eu la FEMIS, j'aurais pas fait de cinéma parce que je voyais pas comment faire, en fait. Je connaissais personne qui travaillait dedans et je suis pas assez motivée pour aller moi-même en autodidacte. Je sais que je l'aurais pas fait, donc je suis très reconnaissante à la FEMIS. Mais c'est tout à fait possible de faire du cinéma sans faire la FEMIS. Il y a plein de gens qui ne sont aussi pas contents de leur formation à la FEMIS. Je pense que ça vaut le coup de se renseigner un peu, de voir les différents échos. Mais en tout cas, en montage, moi, j'ai trouvé que c'était une excellente formation, très technique. On a des cours de théorie, mais quand même assez peu. Tout se passe vraiment par la pratique, à la fois du logiciel et de la pratique de monter avec d'autres élèves réalisateurs, quoi. Je ne sais pas s'il y a des questions plus précises auxquelles je pourrais répondre.
Mais en tout cas, le micro est désactivé. Je ne sais pas si quelqu'un parle. Oui, alors il y a une question discrète dans la salle qui complète juste la mienne. C'était par rapport aux différents domaines par montage, il y a la Fémis, on peut trouver quelle spécialité? À la Fémis, alors on peut être réalisateur, enfin entrer en réalisation, en scénario, en image, en son, en montage, en décor, en production. Et après, il y a des sections différentes, mais on peut être distribution, exploitation, c'est seulement 2 ans. Il y a une formation série télé maintenant. Et après, il y a des formations professionnelles qui durent 1 an ou par exemple, réalisation documentaire, qui sont des formations différentes. C'est payant, par exemple. Et puis, il y a le cursus de la résidence qui est fait pour. C'est pas le concours général, c'est une autre section parallèle qui est plus courte aussi et qui permet aussi de réaliser un court-métrage à la fin. Ok, peut-être pour conclure sur la Fémis, parce que ça nous intéresse quand même, c'est toi, par exemple, juste avant, c'est-à-dire au moment du concours, quels sont les critères et qu'est-ce que tu faisais avant? Alors moi, j'avais fait des études de lettres avant, donc j'avais déjà un master de lettres et j'étais cinéphile depuis l'adolescence, quoi. Mais par contre, voilà, comme je vous disais, en formation technique, nada, je ne savais pas du tout comment on faisait un film, mais j'avais très envie de participer à l'élaboration de films en général. Et il se trouve que comme justement, pour la Fémis, il faut choisir son département, j'ai été obligée de me poser sur une chaise et de me dire: «Bon, quel métier est-ce que j'ai envie de faire?» parce que je n'avais pas spécialement envie de réaliser des films. Je voulais juste participer à la création de films et voilà, je me suis vraiment pour faire court, je me suis dit qu'il fallait que je sois seule dans une petite salle, loin des plateaux de tournage pour vivre ça bien. Donc voilà, c'était montage de façon assez ça aurait été scénario ou montage, j'ai hésité entre les 2 de par ma formation littéraire en plus, mais j'avais vraiment très envie d'apprendre à monter, quoi. J'avais toujours eu envie pour moi, de faire de bidouiller des images préexistantes, et surtout de savoir, une narration faite d'images m'intéressait beaucoup, voilà. Et je me suis dit: «Le montage, c'est super parce que la matière est déjà là, toutes les images sont déjà là et à nous de les organiser, je trouvais ça, plus stimulant que l'idée d'avoir une feuille de papier vierge et de devoir, inventer, totalement ce qui allait peut-être réussir à être tourné un jour. Donc c'était vraiment pour moi une position très théorique. Qu'est-ce que le montage a priori? Ça a l'air de me convenir, et c'est un pari que j'ai fait et je suis très contente parce que du coup, voilà, moi j'ai réalisé Clean With Me, mais je suis aussi monteuse et je monte plus que je ne réalise, depuis la sortie de l'école. Moi, une question dans la salle, une petite seconde. Ouais, c'était pour savoir, du coup, techniquement, comment vous êtes rentré à la Fémis, comment vous avez été accepté, ou est-ce que tout simplement il y a un concours? Ouais, c'est un concours. Du coup, le site internet de la Fémis est assez précis sur, c'est un concours très long, mais moi je trouvais assez peu enfin, il n'y a pas besoin de réviser quoi que ce soit, par exemple. En tout cas, moi, c'était mon approche, c'est un concours assez bien fait. En montage, il y a des épreuves, voilà, à la fois écrites et orales, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, en montage, il y a pas d'épreuve de montage, quoi. C'est-à-dire, il n'y a aucun moment où on vous met devant un ordinateur. C'est que, il s'agit d'analyser des séquences, de discuter de mise en situation, des choses comme ça. Mais le site est très bien fait, il y a vraiment toutes les étapes, du concours, des idées, enfin des exemples de sujets et cetera. Je pense même qu'on peut avoir accès à des copies d'étudiants. Hem, donc voilà, ouais, c'est un concours, c'est un concours. J'ai vu qu'il y a une question, mais je n'entends pas le Une seconde. pardon. Alors moi, j'ai un peu 2 questions. Tout d'abord, ce serait au niveau de l'inspiration. Qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler, sur, par exemple, le film, de la réalisatrice dont j'ai perdu le nom pour Chloé ou, les vidéos Clean With Me avec Gabriel?
Et dans un second temps, j'aimerais aussi savoir, enfin, qu'on parle un peu de l'objectivité que demande le documentaire et voilà, les prises de parti que vous avez prises dans votre film. Chloé, notamment à la fin du film, il y a une sorte de réalisation. En fait, tu montres qu'il se passe quelque chose, comme si tu avais attrapé la maladie à cause de l'empathie que tu avais eue pour ces femmes. Du coup, est-ce que vous pourriez un peu en parler plus en détail de tout ça? Vas-y, Chloé, je te laisse. Ouais, l'inspiration à l'origine, comme je l'ai dit, le contexte de fabrication du film, c'était une recherche sur, disons, enfin, un ensemble de films comme ça qui ont été faits à partir d'images trouvées sur Internet par différents cinéastes. Et il se trouve que parmi ces films que j'ai vus, qui m'ont intéressée, à propos desquels j'avais envie d'écrire, il y en a quelques-uns qui m'ont plus plu, ou qui m'ont, en tout cas, je sais pas si ça m'a plu, mais qui m'ont touchée de manière plus intime et plus forte que d'autres. Et sur ces films-là, enfin, en l'occurrence, il y avait 4, et puis finalement, j'ai fini par ne faire que 2 des films correspondants. Ce sont des films auxquels j'ai eu envie de répondre pour réfléchir à la raison pour laquelle il m'avait touchée, en fait. C'est-à-dire que ça fait un moment que ce qui m'intéresse, je pense encore plus que les images, le fait de réfléchir sur les images, c'est le fait de réfléchir à ce que les images nous font. C'est-à-dire qu'il s'agit plus de réfléchir à l'activité spectatorielle qu'à la fabrication des images elles-mêmes. Et du coup, j'avais envie de réfléchir à l'expérience spectatorielle que propose ce film de Penny Lane, parce que j'avais eu plein de discussions avec des personnes qui l'avaient vu, qui l'avaient adoré, qui l'avaient détesté, qui avaient été très mal à l'aise et qui s'étaient senties très affectées sur le plan physique pendant la projection du film donc de Penny Lane. Et ça m'intriguait beaucoup justement parce que je me suis dit, en fait, si je réfléchis, si je prends ce film-là comme objet d'étude, en fait, c'est génial parce que ça permet précisément de réfléchir à tout ce dont on parle depuis 1h30, précisément la question de qu'est-ce qui se passe quand on regarde des images qui sont faites pour YouTube sur grand écran? Est-ce que c'est du cinéma? Est-ce que ces images sont différentes quand elles deviennent du cinéma, enfin quand on les appelle cinéma, qu'elles sont diffusées en festival? Et toutes ces questions-là, c'était c'était une réflexion que j'avais envie de mener. Et la manière dont je l'ai décidé de l'amener, ça rejoint le deuxième aspect de la question, c'était du coup en partant de mon expérience à moi, de manière très peu objective, je le reconnais. Mais en fait, mais ça rejoint ce dont on parlait tout à l'heure aussi sur la question de à quel point comment est-ce qu'on trouve l'équilibre entre la dimension scientifique, sociologique et la dimension plus artistique. Parce que c'est vrai qu'on aurait tendance à penser, la science, c'est l'objectivité, hein, il faut énoncer des faits, et il faut étudier le réel tel qu'il est. Et en revanche, si on fait de l'art, là, on peut être du côté du subjectif, du ressenti, de la relativité, des émotions, etc. Et c'est vrai que moi, ça, c'est une opposition qui me semble très, très caricaturale, en fait, et que pas mal de chercheurs et d'artistes ont essayé de dépasser dans leurs travaux, ou en tout cas de remettre en question, disons. Et moi, la raison pour laquelle ça m'a semblé intéressant de parler de manière subjective, mais là, encore une fois, je dis ça en sachant que Gabrielle a fait le choix opposé, donc ça va être intéressant d'entendre ce qu'elle a aussi à dire de cette décision-là. Mais pour moi, il y avait quelque chose d'un choix éthique, en fait, j'ai envie d'être un peu au même niveau, de me mettre au même niveau que toutes les protagonistes du film, c'est-à-dire les youtubeuses et aussi Penny Lane et aussi moi-même, parce qu'en plus on est toutes des femmes blanches, donc ça tombe bien. On va se mettre un peu radicalement essayer de se mettre radicalement au même niveau, plutôt que d'adopter une position de moi je suis là, j'observe à distance ces femmes dont je juge plus ou moins les pratiques, ou en tout cas j'essaie de produire de la science sur leurs pratiques, sans du tout remettre en question l'endroit depuis lequel moi je porte ce regard, et les préjugés et les connaissances, et toute mon identité qui font que je réponds de telle façon à leurs images, quoi. Et du coup, pour moi, c'était ça l'enjeu. Et c'est aussi pour ça que je me suis filmée dans ce film. C'est pour l'instant la seule et unique fois dans mes films que j'apparais à l'écran, mais précisément parce que je faisais réponse à des femmes qui se filment elles-mêmes et qui parlent de leur corps à la première personne. J'avais l'impression d'avoir besoin de faire ce même effort, et ça m'a vraiment coûté
Encore une fois, quand on a une formation universitaire, on n'est pas entraîné à parler à la première personne et à se montrer soi-même comme objet d'étude. Vraiment, tout ce que j'ai appris pendant mes études, c'était à ne pas faire ça. C'était à employer le nous de modestie, comme on dit, c'est-à-dire ne pas dire je quand je parle de mes recherches, mais à dire nous. Et à essayer de gommer autant que possible ma subjectivité pour produire un discours scientifique, justement. Mais là, pour répondre à ces objets-là, à la forme du vlog en particulier, qui est à la fois hyper intime et très public, j'avais envie de me forcer à faire l'effort d'essayer de moi-même vlogger, enfin de produire mon analyse sous la forme d'un vlog, enfin, d'une séquence de vlog dans la vidéo. Et moi, je l'ai vraiment pensé comme une tentative pour essayer de mettre au travail ou de gommer un peu la distance qui est réelle, hein, qui existe malgré tout entre les protagonistes du film de Penny Lane et moi-même, en essayant de voir ce que finalement on pouvait aussi avoir en commun, au-delà du fait que je suis française, elles sont états-uniennes, j'ai 20 ans de moins qu'elles ou 30 ans de moins qu'elles pour certaines, etc. Et autres différences sociales, culturelles, etc. Et du coup, Gabrielle, je sais que tu as fait la décision inverse de justement ne pas trop impliquer ta subjectivité dans ton récit. Oui, moi je pense que cette question de l'objectivité, je pense que moi, mon film, c'est plutôt une observation très subjective, c'est-à-dire que mon film, par le montage, donne un sens à ces images qui n'est pas le sens premier pour lesquels, enfin, c'est pas leur but, c'est pas ça qu'elle voulait dire en se mettant sur YouTube. Instagram, c'est différent, mais sur YouTube, voilà, je leur donne un sens, etc. En les trafiquant aussi, il y a un moment dans mon film où donc, les vidéos Clean With Me sont traditionnellement accélérées et montées avec une musique un peu fitness. Et moi, j'ai enlevé la musique et j'ai remis les images dans leur temporalité normale. Voilà, donc dans le film, c'est pour montrer qu'elles sont toutes seules chez elles, dans un silence angoissant, etc. Mais peu importe. Tout ça pour dire que c'est la question du regard qui était vraiment au centre du film. Mais donc le regard de qui? C'était la grande question quand j'ai commencé mon film. Au début, j'ai pensé que ça pouvait être un personnage qui aimait bien regarder des Clean With Me, et qui se rendait compte qu'en fait, c'était déprimant. Alors, il fallait faire comprendre un cheminement en direct, c'est-à-dire dans mon desktop, avec les clics, tout ça sans voix off. J'ai jamais voulu mettre de voix off, donc il fallait qu'il y ait une prise de conscience en direct. Et ça, c'était très compliqué à faire, et parce que ça veut dire que la personne, en 20 minutes, se retourne le cerveau en direct, quoi. Ce qui m'a semblé être une fausse piste au bout d'un moment. Donc, je me suis dit, c'est moi qui vais faire comprendre ce cheminement à des spectateurs qui vont du coup se faire ce retournement de cerveau en direct. Mais voilà, il y a dû avoir un changement de perspective. Et moi, je me suis fait la plus petite possible, c'est-à-dire qu'on voit quand même mon nom au début pour qu'on ne se pose pas la question de qui est-ce qui est en train de cliquer. Voilà, c'est le nom de la réalisatrice, c'est un documentaire. Voilà, c'était pour simplifier les choses. Et après, c'est juste la souris qui peut guider, mais de manière assez manipulatrice. Elle sait très bien ce qu'elle ouvre, etc. Ce qui fait que le film est un peu froid, d'ailleurs, dans son ton. Mais il y a eu un moment où je m'étais dit, est-ce on me voit tout le temps dans un coin en train de regarder les Clean With Me, de cliquer, etc. C'était une piste qu'on m'avait d'ailleurs encouragée à suivre à un moment parce que, en vrai, quand je racontais l'idée de mon film, les premières questions des gens, c'était « mais comment tu as connu les Clean With Me ?» La réponse est que je regardais les Clean With Me par plaisir pendant des années. Et donc les gens disaient « mais pourquoi tu regardais les Clean With Me ?» Et du coup, c'était ça qui intéressait les gens. C'était pourquoi toi, qui n'a pas grand-chose en commun avec ces femmes-là, tu as regardé des centaines d'heures de ces femmes en train de faire le ménage, surtout que je ne fais jamais de ménage. Enfin, je n'ai pas du tout un rapport au ménage qui est sain, mais à l'opposé du leur. Bref, tout ça pour dire qu'il y a eu un moment, le sujet du film, c'était qu'est-ce qui pousse quelqu'un à regarder des femmes faire le ménage. Et d'ailleurs, le film s'ouvrait sur l'écran d'ordinateur, s'allumait, et il y avait une voix off qui disait j'ai un secret, j'aime regarder les femmes faire le ménage. C'était ça le début du film, au début. Ce qui me mettait, moi, en fait, au centre du film. Parce qu'on disait, mais qui est cette fille? Qui aime bien regarder? Donc, il y avait un côté un peu louche qui était bien sûr
assumé. Mais du coup, j'étais le centre du film dans cette formule-là. Et du coup, moi, je voulais faire un documentaire pour montrer que leur vie était difficile, avec la condition des femmes et encore fortement problématique. Et donc, il ne fallait pas que ça parle de moi. Donc, c'est pour ça que je me suis effacée complètement du film. Voilà, j'ai l'impression que j'ai parlé très longtemps. Alors, une autre question dans la salle. Est-ce que tu peux te rapprocher? Est-ce que Penny Lane, elle a vu votre film, Chloé, et qu'est-ce qu'elle en a pensé? Et par rapport au choix d'aller plus loin, enfin, elle a montré des images sans montrer, on va dire, le derrière de la chaîne de ces femmes. Et vous, vous êtes allé plus loin, donc en montrant quelque chose qui peut les décrédibiliser un petit peu. Et comment elle a vu, enfin, comment elle a vécu, on va dire. Ouais, je lui ai envoyé, j'avais très peur de sa réaction, mais je lui ai envoyé évidemment. Et non, elle a très bien réagi, elle a une réponse très élégante. Elle m'a dit qu'elle s'était sentie vue, écrit I feel seen, ce qui m'a semblé très adapté et très chouette de sa part. Je crois qu'elle a eu l'impression que mon film rendait explicite un certain nombre de questions et de considérations qu'elle avait eues pendant la fabrication de son film, mais qui étaient restées plus implicites, justement parce qu'elle n'a pas de voix off et qu'elle ne prend pas elle-même la parole dans son film. Du coup, je crois qu'en fait, elle était assez, je ne sais pas si reconnaissante est le bon mot, mais en tout cas, elle appréciait le fait que j'ai fait ce travail d'élucidation d'un certain nombre de questionnements et de formulations. Et puis, en fait, mon film est une espèce de prolongement. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de festivals qui ont programmé les deux films ensemble. Et elle l'a fait elle-même quand elle a eu une rétrospective à New York, je ne sais plus quand, l'année dernière. Parce que je crois voilà, qu'elle avait le sentiment que le film... Et le truc, c'est que c'est des films qui appellent des réponses, en fait. Enfin, je ne sais pas si elle l'avait formulé explicitement quand elle l'a fait, mais parce que tout ce matériau est disponible et que n'importe qui peut le reprendre et qu'en plus, il ne faut pas... Enfin, c'est des films qu'on peut faire gratuitement sans équipe, quoi. Donc, il y a quelque chose de très do-it-yourself dans l'approche. Et j'ai l'impression que dans la forme, parce que c'est des films d'appropriation, son film, c'est un film d'appropriation à la base, je pense que dans le fond, elle ne peut qu'apprécier ou en tout cas autoriser le fait que moi-même je me le réapproprie. Parce que, enfin voilà, on est dans une espèce de. Mais qui raconte aussi quelque chose de la manière dont Internet fonctionne, quoi, parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi des espèces de cycles comme ça. Parce qu'au final, qu'est-ce qu'on fait quand on reposte un contenu en y rajoutant notre petite légende ou notre petit commentaire ou qu'on l'envoie à un ami en mettant bah, tiens, regarde ça, je sais pas, c'est hyper ASMR, enfin, quel que soit le commentaire qu'on fait, en fait, c'est ça qu'on fait, on redonne à voir en rajoutant des couches de sens, quoi. Et au final, j'ai l'impression que c'est un peu ça aussi le geste. Alors, évidemment, avec une dimension analytique qui était peut-être plus poussée, parce que j'ai mis beaucoup de temps à faire, enfin, j'ai mis un peu moins d'un an, peut-être 8 mois, je ne sais plus, à faire le film, ce qui est plus long que ce qu'on va mettre dans un retweet ou dans juste un message qu'on envoie. Mais sur le geste de base, je crois qu'en fait, il est très communément partagé et j'ai l'impression que nos films invitent un peu aussi ce genre de réappropriation ou de réponse là. Comme moi, j'adorerais qu'on réapproprie mon film pour refaire encore une autre réponse à cette. Enfin, j'ai l'impression que c'est des formes qui sont mécaniquement assez ouvertes au fait d'être remises sur la table de montage et reformulées par d'autres personnes, en fait. Au final, peut-être qu'on fait juste un seul grand film autour de ces questions et juste ça va faire un objet avec 3 ou 4 ou 5 auteurs et autrices. Alors, il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Alors, donc, on va peut-être conclure avec peut-être une dernière question que je vais poser. On se retrouve ici grâce au Festival Entrevue. Et c'est pour ça qu'on se retrouve dans ce contexte et qu'on peut échanger. Et vous faisiez partie, en tout cas vos films, font partie d'une programmation donc liée au Netphone Footage. Est-ce que donc il sera visible ensuite après avec Tank jusqu'au 16 janvier? Je voulais savoir si vous aviez vu certains, justement, vous avez regardé le complément de cette programmation. Est-ce qu'il y a des choses des réalisateurs ou des films que vous avez pu voir
que vous auriez envie de mettre en avant là, ou conseiller aux étudiants d'aller voir tout particulièrement parce qu'il y a un lien avec votre travail, ou pas du tout, c'est pas le souci, mais voilà, c'est peut-être l'occasion peut-être d'en parler rapidement, et puis un petit clin d'œil au festival. Ouais, je pense que je les ai tous vus. Enfin, comme ça fait un peu partie de mon travail de réfléchir à ces films-là, je crois que je les connaissais à peu près tous. Du coup, que conseiller? Ils sont très différents les uns des autres. Là, je suis en train de regarder ceux qui sont sur Tank, parce que j'imagine que c'est à ceux-là que vous avez potentiellement accès. Je m'adresse aux étudiants et aux étudiantes. C'est des films qui sont très différents, justement, ou qui se situent un peu à différents endroits du spectre dont on parlait tout à l'heure, entre des films qui sont hyper observationnels, où il n'y a pas de voix off, il n'y a pas de récit du réalisateur ou de la réalisatrice, où c'est vraiment les images brutes. The Uprising, il est un peu comme ça, c'est-à-dire que c'est un film de Peter Snowden, 2013, qui remonte des images tournées pendant ce qu'on appelait les printemps arabes, en 2011, et qui raconte un peu l'histoire d'une révolution plus ou moins fictive, mais à partir de matériaux documentaires. Donc, il remet le matériau dans l'ordre, mais il n'y a pas du tout de prise de parole ou de narration qui serait imposée aux images. Vie et mort d'Oscar Pérez, de Romain Champalone, c'est la même, sauf erreur de ma part, mais ça, Gabriel, tu dois le connaître du coup. Sauf erreur de ma part, c'est pareil, il n'y a pas de voix off ou de re-narration. Il y a des cartons, je crois. Je suis pas sûre. Mais en tout cas, non, il n'y a pas. Oui, la base. Et pour le coup, lui, il a enlevé l'interface complète. C'est des images il a gardé le format, comme ça, on peut deviner d'où ça vient. Quand c'était carré, c'est Instagram et tout. Mais c'est très, très épuré. Et je trouve très intéressant celui-là. Donc, ce militaire vénézuélien, il a utilisé que ce que le type avait lui-même posté sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, ça. J'ai rien à vous dire, mais ça parle de l'histoire du pays, quoi. C'est un super film. Qui est vraiment politique pour le coup aussi. Après, je suis en train de regarder. Il y a le Black Code de Louis Anderson, dont j'ai cité le nom tout à l'heure, qui est pour le coup vraiment intéressant si vous vous intéressez, s'il y en a parmi vous qui sont un peu curieux de ce qu'on peut faire avec le desktop et les interfaces numériques dans une démarche qui est pour le coup vraiment formaliste, enfin vraiment d'appropriation de visuel et plastique et formel des interfaces. Lui, c'est vraiment, il vient de l'école du Fresnoy. Et il est dans une démarche qui est effectivement vraiment à l'intersection entre cinéma expérimental et art contemporain. Et puis sinon, il y a La mer du milieu de Jean-Marc Chapouli, qui est aussi qui est intéressant. Et là, pour le coup, qui est vraiment, où il y a des voix qui sont ajoutées aux images. Et c'est vrai qu'il s'agit vraiment, c'est plus une forme d'essai où le réalisateur discute d'images filmées par vidéosurveillance partout autour du bassin méditerranéen. Et il commente ces images dans des discussions qui sont assez drôles, notamment avec son fils, qui est ado visiblement, d'après ce qu'on peut en entendre. Et il est aussi dans un échange avec une écrivaine qui s'appelle Nathalie Quintane. Et du coup, il y a un peu ces différentes voix, différents types de voix, des discussions très improvisées, des textes littéraires qui sont lus, qui viennent produire une réflexion qui vient vraiment s'ajouter aux images, disons. Et ensuite, il y a 2 films qui sont vraiment des fictions et qui sont vraiment chouettes aussi, qui s'appellent Rémi et Fraude, qui sont faits très différemment l'un de l'autre. Gabriel, je ne sais pas si tu les as vus, si tu veux en parler, j'ai l'impression que je parle beaucoup. Ah non, Rémi, moi j'ai vu Rémi, qui est vraiment super, qui se regarde très bien pour le coup. Il est du côté ludique du net fan footage. Je pense qu'on ne peut pas trop dire ce que c'est sans le déflorer, mais il se regarde, il est très drôle. Moi je le trouve vraiment très drôle. Ouais. Il y a aussi un film d'un ancien de la FEMIS, si je ne me trompe pas, qui a aussi fait du montage. Ouais. Oui, il avait commencé à explorer cette forme à cette occasion-là, quoi. Parce que c'est vrai que comme on doit utiliser des archives, il y en a, soit on prend, en gros, il y a 2 tendances pour les films de monteurs à la FEMIS, c'est les archives familiales et le net fan footage, parce que c'est les 2 choses auxquelles on a accès en termes de droits, etc. Et Fraude, pour finir, c'est aussi un film de fiction, c'est un long métrage, et pour le coup, je crois qu'il dure une petite heure. Et là, c'est pareil, je ne vais pas trop en raconter parce que c'est un film vraiment intéressant pour aussi réfléchir aux questions de documentaire. C'est un film qui a été présenté à la fois en tant que film de fiction et dans des festivals documentaires. Et ça a créé des grosses discussions de est-ce que ce film est documentaire, parce qu'il est entièrement fait à partir des vidéos trouvées sur une seule chaîne. Enfin, non, j'exagère. Il y a 80%, disons, des images qui viennent d'une seule chaîne, qui est une chaîne
d'un YouTube, enfin d'un père de famille qui filme des instants en fait familiaux avec sa compagne et ses enfants. Et le réalisateur s'est approprié ces images pour raconter une histoire qui est complètement fictionnelle. Donc il détourne, là pour le coup on est vraiment dans le détournement, on en parlait tout à l'heure, où il détourne complètement ce matériau familial pour raconter, faire une espèce de thriller qui n'a rien à voir avec la vie de la famille. Et c'est vraiment aussi hyper intéressant justement plutôt pour voir comment on peut tirer les images très 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 loin de ce qu'elle voulait dire, ce qu'elle voulait raconter à l'origine. Donc c'est vraiment une sélection hyper variée si l'idée c'est d'avoir un peu un aperçu de ce qui peut se faire dans cette pratique du net found footage. Regardez-les tous, ils sont vraiment intéressants. Bon, je vous remercie. Je vais faire le tour. Est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on se quitte? Oui. Alors, encore une question. Je ne sais pas si je viens de découvrir en fait du coup le terme net found footage. Est-ce que vous aviez parlé de Clément Cogitor, je crois, tout à l'heure? J'ai vu un film de lui, je me souviens plus du tout son nom, où il utilisait des banques de films pour faire avec une voix off. Est-ce que ça s'inscrit du coup dans le net found footage? Est-ce que vous, cette forme, ça vous intéresserait possiblement de s'éloigner du desktop et d'utiliser plus du coup, il y a un truc un peu de sujets que vous traitez et de vous éloigner des sujets pour traiter, je sais pas, un matériel d'image, par exemple, ou quelque chose comme ça. Moi, je l'ai vu ce film de, je sais plus comment il s'appelle non plus, film de Clément. C'est pas celui qui est sur l'escale à Tank, qui était vraiment bien. Je l'avais vu dans un musée d'ailleurs, puisqu'on parle des rapports entre installation, Celui cinéma. qui est aussi dans la programmation du festival Entrevue, a priori, qui se passe sur un navire. Oui, c'est un autre film. Enfin, en tout cas, moi, c'est un autre. Alors, je sais plus son titre, mais Il y a Archipel qui est sur Tank, mais il s'appelait pas comme ça, celui que j'avais vu, avec les images de banque de. il y a aussi Devil's Eyes. Je sais pas C'était si peut-être ça. vous Ah oui, c'était peut-être ça. des images de pub. De pub, ouais. Ouais. C'était vraiment intéressant. Et sinon, pour les. Moi, je m'intéresse vraiment beaucoup à YouTube et Instagram, donc je pense que je vais continuer à travailler sur ces images-là. Et pour l'instant, je les envisage seulement dans une pratique documentaire, je pense. Mais parce que bon, il s'agit de vraies personnes, dans mon cas, qui disent voilà, moi, en plus, je m'intéresse à la maternité et aux femmes qui font des témoignages. Donc voilà, pour l'instant, moi, c'est vraiment indissociable du sujet, quoi, pour moi, les images que je vais utiliser. Mais après, j'adore les films faits avec des images, voilà, comme tout ce dont on vient de parler. Trouver les détournements, ça j'aime beaucoup. Le film que j'ai fait sur Shining, j'avais truqué Shining. Enfin, je trouve ça très ludique et il y a plein de possibilités super à faire avec le net fan footage ou les réappropriations en général. Je vous remercie. On va... Chloé, attends, Chloé n'a pas pu répondre, je crois. Non, mais je rejoins ce que tu viens de dire en fait. Je pense aussi qu'il y a plein de choses à faire et que je pense pas être la bonne personne pour absolument tout faire. Et autant, je pense qu'effectivement, il y a des trucs hyper intéressants à faire à partir de plein de matériaux d'image. C'est vrai que moi, mais je pense que ça vient aussi du fait que je viens plutôt d'une trajectoire de recherche. J'ai tendance à avoir des petits objets et à les regarder en détail. Et je pense que déjà, si là, j'essaie de comprendre un peu ce qui se joue dans ces images d'Internet, je pense que si j'allais regarder les images de publicité, ça serait encore plein d'autres questions. Donc, pour l'instant, j'essaie déjà de comprendre ce qui se passe dans la petite lucarne que je me suis donnée comme objet d'étude. Mais c'est sûr qu'il y a énormément de choses à faire et d'approches à développer. Et je pense qu'on est encore vraiment juste au début du bourgeonnement de ces formes audiovisuelles qui héritent, comme on l'a vu, de plein de traditions. Donc, c'est pas complètement nouveau, mais il y a plein de choses à inventer, quoi, clairement. Ok, donc merci encore d'être intervenu. Alors normalement, cette rencontre est enregistrée, donc peut-être un jour se retrouvera sur Internet et peut-être que vous allez la réutiliser, je ne sais pas, on verra. Sinon, faites attention, ça peut être un des étudiants qui est dans cette pièce. On trouve l'idée. Je vous remercie, on ne va pas faire de long discours, donc je voulais rappeler juste que cette rencontre s'est faite donc dans le cadre du festival Entrevue.
mercredi 25. Les étudiants les personnes qui sont ici sont des étudiants de la classe prépa et de la formation art visuel de l'école d'art qui ont le droit, parmi tous ces étudiants qui sont obligés de rester confinés, de pouvoir, dans un certain nombre de mesures très strictes, ou presque, de pouvoir venir en présentiel, comme on dit, à l'école pour continuer leur pratique artistique, en tout cas se préparer pour entrer dans les écoles supérieures d'art, on espère pour eux, pour la plupart. Donc, il était intéressant de pouvoir garder en tout cas cette forme où les intervenants, pour le coup, ne sont pas présents, mais le public, c'est un petit peu le sens contraire de ce qui se passe en ce moment, mais on a tenté le coup. Voilà, je voulais vraiment vous remercier d'avoir répondu à toutes nos questions. Ça partait un petit peu dans tous les sens. Et puis, on espère pouvoir suivre votre travail pendant de longues années encore. Et je pense que maintenant, les étudiants, en tout cas, sont curieux de regarder un petit peu plus, de suivre en tout cas vos actualités, on l'espère. Puis votre travail de recherche aussi, parce que pour moi, c'est quand même beaucoup de recherche aussi. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci au Festival Entrevue. Et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à vous, merci pour les questions.